Mesdames, messieurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez regarder ce podcast. Bienvenue sur ce premier épisode de Confidence avec Prince Talk Show, un format exceptionnel, un format inédit où nous avons du public en salle et nous avons bien entendu deux merveilleux, fabuleux invités. Personnage que je reçois ce soir, nous avons, on va commencer par les dames, Basile Mboum, s'il vous plaît, on peut l'applaudir. Hello. Merci Prince. Et un grand, un très grand, un humoriste, un ami, un frère, un soutien, Monsieur Lenny Bunga. Oh yeah. Basile, comment tu vas? Ça va. Ça va? Ça va bien, ouais. Ça va heureuse bien. d'être là, très heureuse d'être là. Très heureuse d'être là. Ouais. N'hésite pas à parler un peu plus fort pour qu'on puisse bien t'entendre. D'accord, et surtout très bien. au niveau de l'enregistrement, que les gens aussi puissent bien t'entendre. Lenny, comment tu vas? Très bien, je suis un peu fatigué, mais ça va. T'es fatigué? Pourquoi? Tu peux nous dire? Je reviens de 3 jours de tournée, 9 jours en tout. Donc, je suis arrivé en train tout à l'heure, là, je suis direct. Oh, ouais, on peut applaudir encore Lenny qui nous fait l'honneur d'être là. La vie d'artiste n'est pas facile. Lenny, on va commencer par toi. Je vais te demander de te présenter comme tu te connais et comme personne d'autre te connaît. Je te laisse faire l'introduction. Je te laisse nous développer, détailler sur ta présentation. On t'écoute. Alors, moi, je me présente, je m'appelle Lenny Bunga, je me considère comme un humoriste panafricain. Mon délire à moi, c'est de raconter l'histoire africaine et de partager l'histoire africaine qui est trop peu méconnue à mon goût. Et à côté, je suis mon propre chef d'entreprise parce que j'ai créé ma boîte de production qui me permet de produire mes propres spectacles. Oh, waouh! Et en face de moi, j'ai la ravissante, la sublime Basile. Je te laisse te présenter à ton tour. Pareil, tu as le droit de nous dire ce que tu veux dans cette présentation parce que c'est ta présentation personnelle. D'accord, très bien. Alors, pour me présenter, je dirais que je suis un couteau suisse. Parce que j'évolue dans un domaine d'activité qui est la communication. Mais j'ai plusieurs projets que... on en parlera, non? En toute confidence? Yes, on en Ok. parlera en toute confidence. Couteau suisse, chef d'entreprise, soutien, aidant, une amie, une sœur, une confidente pour certaines, et surtout une chef d'entreprise. Les amis, je vous reçois sur ce plateau de Confidence avec Prince. On va aborder des choses autour du développement personnel et de l'entrepreneuriat. On va parler des choses qui vous concernent dans les domaines d'activité respectifs. Oui. L'humour pour Lenny et le business pour Basile. Mais bien entendu, vous allez voir qu'il y a clairement des réels dénominateurs communs entre ces deux catégories. Pour que ça puisse bien se passer, il faut vraiment que vous me jurez de dire toute la vérité. Vous avez la possibilité de Je dois dire partir. des choses que seul ici vous pouvez dire. Ah, il n'y a Sans aucun témoigner. joker? Il y a des jokers. Ah, C'est pas la dictature. Même si je suis congolais, même si Feu Mobutu était le président, mais ici on est dans un pays soi-disant républicain. on va jouer le jeu. Alors on va commencer par toi Lenny. Lenny, je te connais depuis très très longtemps. Il fut un temps, tu t'appelais Lenny Hervé. Tu viens de Nice, tu quittes ta province pour t'installer en fait dans la capitale. Paris, c'est une chose que beaucoup d'artistes français font. Arrivent à Paris pour pouvoir avoir plus de visibilité, plus de notoriété et surtout élargir leur réseau. Je me rappelle, on a fait la scène ensemble, à l'époque au Samba Show. C'est vrai. Exactement, au Cabaret Sauvage. Et moi, j'ai un souvenir de toi où, du coup, à l'époque, tu étais extrêmement drôle. Et moi, la chose qui m'avait choqué quand je t'avais vu sur scène, c'est ton énergie. Mais lorsque je te compare à aujourd'hui, les sujets sur lesquels tu as abordé n'étaient pas aussi engagés, n'étaient pas aussi audacieux, n'étaient pas aussi... Comment je dirais? Aujourd'hui, ça fait couler beaucoup d'encre. Avant de parler aujourd'hui, on va parler de avant. Avant, t'étais une petite merde. Maintenant, comment? C'est ça. On va parler de avant parce que Lenny, chers amis qui nous regardent, c'est un humoriste des temps modernes et c'est un humoriste qui a une longue carrière et ça fait très longtemps qu'il est dans le game. Contrairement à beaucoup d'humoristes aujourd'hui qui sont sur la toile et qui sont à la télé, Lenny a vraiment fait ses fondations et a gravi tous les échelons. Parlons un peu de toi, de ton arrivée à Paris, comment ça s'est passé? Je suis arrivé, j'avais 17 ans, je venais d'avoir mon bac et mon père m'a dit, c'est très simple, à l'époque j'étais venu pour une école de théâtre, les cours Florent, tu vois, et mon père m'avait dit, si tu veux faire les cours Florent, il n'y a pas de souci. Mes parents m'avaient dit, si tu veux faire les cours Florent, il n'y a pas de souci. Par contre,
compte pas sur nous pour te les payer, gros. Ils m'ont dit, c'est soit tu trouves un travail à côté, soit tu continues les cours à la fac. Donc j'ai fait croire que j'étais encore à la fac pendant... j'ai menti pendant 2 ans. J'étais là, oh là là, les cours, oh là là. En fait, j'y allais plus du tout. Et en fait, je crois que j'ai quitté la fac et les cours Florent en même temps. Oh, wow. Genre à 2 mois d'écart, je crois. La fac, parce que ça me... Je crois que je me suis endormi en amphi, le gars m'a réveillé en mode genre ouais, il y a des gens qui ont la chance d'être à votre place, si vous n'êtes pas content, vous pouvez partir d'ici. Et j'ai dit c'est vrai. Et je suis monté, je suis parti. Et le cours Florent, pareil, je suis peut-être 1 mois et demi après, j'ai quitté le cours Florent parce que c'était pas mon... Je trouvais que c'était très... pour les fils d'eux, je pense que c'était très bien. Okay. Pour moi, je suis pas le fils de quelqu'un, en tout cas en France. Donc c'était... ça me servait pas... Je vais pas dire à rien, ça m'a donné quand même quelques bases, mais je pense que partir aussitôt était la bonne décision. La bonne chose à faire. Ouais. Ça marche. Tu te fais appeler Lenny Harvey. Pourquoi le mot Harvey? Alors j'explique, parce qu'on est au début de l'ère des réseaux sociaux. D'accord. Et à l'époque, il n'y a pas tout ce qui est prenez mon QR code ou prenez le truc. À l'époque, c'est vraiment tu dis à la bouche. Alors moi, à la fin de ton passage, vous êtes 10 humoristes sur scène. Ouais. À la fin de ton passage, vous devez dire tes actualités et tu dis ton nom. Et je trouvais qu'à l'époque, Lenny Bunga, pour les gens, c'était trop long à retenir. Tu vois, je peux pas dire M'_BUNG. M, il t'avait déjà lâché. Ouais. Donc, je disais Lenny Harvey parce que j'étais fan de... non, pas de Steve Harvey. J'aime beaucoup Steve Harvey, mais j'étais pas fan de Steve Harvey. Non, j'étais fan de Tom Harvey. C'est dans la série Racine, c'est un des descendants de Kunta Kinte. C'est le petit-fils de Kunta Kinte. Il s'appelle Tom Harvey et moi dans ma tête quand je voyais ce mec je me disais c'est l'homme que j'aimerais devenir quand je serai plus grand. Oh, wow. Parce que c'était un mec qui était c'était un peu le Charles Ingalls, tu vois, mais noir. D'accord. Mais vraiment c'était Charles Ingalls mais noir. Et en fait je trouvais que ce gars était magnifique parce qu'il avait 3 filles, il s'occupait super bien de ses filles. Alors en même temps il est à ce moment-là on commence à être au début des problèmes pas raciaux parce que ça a toujours été là mais des problèmes civiques. En tout cas aux États-Unis et il a toujours fait front, tu vois. Okay. Et donc sors de là où on te brûle avec toute ta famille. Et c'est exactement, c'est une des répliques du film. Alors le gars était flippant, Tom Harvey, mais c'est une des répliques. Imagine, t'es pas dans le délire. Tom Harvey, sors de là. Les gens vont dire à des prières ici. Qui est Tom Harvey? Il faut qu'il sorte de là tout de suite. Ça marche. Donc je m'étais fait appeler Lenny Harvey. Mais il y avait quand même, et c'est génial ce que tu es en train de me dire, parce que je ne le savais absolument pas, mais il y avait quand même en toi une étincelle et un lien direct en fait avec ton panafricanisme, pour le coup. Moi je pense que ça a toujours été là, c'est juste que quand j'étais plus jeune, je me posais moins la question. Moi j'ai eu la chance d'avoir, alors j'explique, j'ai eu la chance d'avoir 2 parents qui étaient pas extrêmement cultivés, mais qui adoraient s'instruire. D'accord. Donc chez moi, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours eu des livres Malcolm X, Amilcar Cabral, tous ces livres ont toujours été là. Okay. Sauf que petit, tu t'intéresses pas, tu vois les livres et les titres. D'accord. Et je pense que c'est des trucs qui sont restés. Et je pense qu'à partir de 16-17 ans, ma façon de voir a changé. Je me suis intéressé à ces livres, mais sauf que c'était des livres qui étaient très du côté américain. Ok. Tu vois, j'adorais tout ce qui était histoire afro-américaine. D'accord. Et c'est juste à partir de entre mes 16 et mes 27 ans, j'étais beaucoup sur les Afro-Américains. Et c'est à partir de mes 27 ans que je me suis dit, en fait, du côté africain et du côté afro-descendant qui vivent en Europe, il y en a aussi pas mal. Et je vais commencer à m'intéresser à ça aussi. Ok, ça marche. On passe à Basili. Basili, comment tu vas ? Ça va très très bien. Toujours bien, ça marche. Ouais. J'aimerais bien que du coup tu nous expliques comment tu as commencé dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, tu te définis comme couteau suisse. Tu fais beaucoup de choses pour la communauté, mais aussi plus particulièrement pour les femmes et pour les enfants. Oui. Je te laisse du coup nous expliquer comment tu es l'entrepreneuriat. Alors comment c'est arrivé L'entrepreneuriat m'a choisi, je dirais, parce que moi j'ai évolué pendant... il y a quasiment 15 ans dans le salariat et dans la communication. Donc, c'est mon expertise, la com, le marketing, la communication. D'accord. Donc, aussi bien dans mon entourage, j'avais des entrepreneurs. Et c'était dans les années 2010 où donc, il y a eu l'auto-entrepreneuriat qui a été lancé. Et il y avait beaucoup d'entrepreneurs autour de moi qui m'abordaient en me demandant des conseils en communication. Donc, j'avais une personne, une deuxième, une troisième. Et au bout de la 10e, je me suis dit, tiens, il serait peut-être intéressant de me lancer dans l'ouverture d'une entreprise. Et c'est comme ça que j'ai commencé l'aventure entrepreneuriale avec Equila. Equila qui... Equila qui est le prénom de ta maman.
Absolument. Et Maman du coup- s'appelle Ekila. Ouais. Maman s'appelle Ekila, tu as fait un honneur incroyable en lançant du coup tes activités avec Oui. Ekila qui travaille avec les enfants. Oui. Et du coup, qu'est-ce que tu fais avec les enfants? Alors avec les enfants, donc c'était il y a 5 ans maintenant, on a fêté les 5 ans de l'association Ekila Kids, Ok. ouais, qui a été fondée en 2018. Et l'idée, c'est d'accompagner les enfants dans la valorisation, le développement, le bien-être. Wow. Parce que ce sont des enfants particulièrement issus de la diversité, donc des enfants noirs qui sont dans l'association, inscrits dans l'association. Et l'idée, c'est vraiment de mettre face à eux des adultes qui ont réussi dans différents domaines d'activité. Et tu y as participé aussi, Prince, Exactement. à un de ces ateliers. Et, donc, on parle de valorisation de soi, d'estime de soi, de confiance en soi. Et du Et coup, c'est un peu de d'acceptation. développement personnel pour les enfants. On peut dire ça absolument, c'est cela. pouvoir Ouais, les dès le aider. plus jeune âge, hein. Ouais, pour pouvoir les aider en fait à s'assumer, à s'accepter comme Oui. ils sont Absolument, Dès le ouais, bas c'est âge. ça. Ouais, les enfants commencent dès l'âge de 3 ans. de 3 ans. Ouais, C'est aux fou parce ateliers. qu'aujourd'hui, avec l'actualité, on voit toutes les violences qui se font dans le milieu scolaire, on se voit tous les Oui. rixes, tout cette cyberharcèlement. Mm. C'est que maintenant qu'on prend vraiment conscience de il faut mettre du développement personnel dès le plus bas âge. Et toi, il y a plus de 5 ans, même voire plus, tu as déjà pris conscience de ça. Alors, il y a différents projets qui avaient été lancés avant Ekila Kids. Moi, je me suis aussi inspirée d'autres personnes qui avaient aussi des associations autour de l'enfance. Et oui, je me suis inspirée d'eux et je me suis surtout aussi associée dans le développement de l'association à des actions qui ont été menées au Nigeria. Donc, c'est comme ça que ça a commencé, en fait, Wow. Ekila Kids. C'était une amie qui avait une association, qui a toujours une association à Lagos. Ok. Et elle m'a dit, Basili, est-ce que ça te dirait de faire un pont entre l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone? Et c'est comme ça qu'on a débuté la première action Ekila Kids en 2018. Ouais. Très bien. Ekila Ouais. Kids fait son petit bonheur de chemin. Et Ouais. aujourd'hui, tu es clairement, n'ayant pas peur de dire les choses, une vraie businesswoman. Et plus particulièrement, et on en viendra aussi à Lénie, qui fait aussi du business avec son talent, tu as décidé de jeter ton dévolu sur l'entraide, l'entrepreneuriat au féminin Ouais. versus Basili, Made in Basili. Qu'est-ce qui s'est passé pour que du coup tu ailles en fait sur cette voie-là? Me dis pas que c'était un appel, parce que Alors, au final, l'entrepreneuriat, mais en fait, oui, les personnes qui sont venues à moi, la majorité sont des femmes. ok. Je n'ai pas fait le choix d'entreprendre pour les femmes, mais que ce soit dans mon club d'entrepreneurs que j'ai lancé il y a 2 ans, au sein de mes clientes, il y a 95% de femmes. Donc, 95% de femmes, c'est énorme. Ouais, ouais. Donc du coup, les femmes entreprennent en fait en France. Beaucoup, vraiment. Oui, Et, oui. est-ce que c'est vraiment vrai ce qu'on dit que les femmes n'osent pas, elles ont peur, elles ont plus de difficultés à entreprendre, il y a plus d'échecs chez les femmes? Toi, En tu tout vois, cas, avec moi, 95%, les femmes que je côtoie, qui viennent à moi, que j'attire, en tout cas, elles osent. elles osent. Elles osent. Peut-être pas encore suffisamment parce qu'on est là aussi au quotidien pour les booster, comme je le dis, mais elles osent, elles sont là. 95% de mes clientes sont des femmes. Et ce sont des personnes qui ont l'envie de faire et de bien faire. Mais elles comprennent aussi qu'elles ont certaines lacunes, notamment en communication pour ce que moi je propose. Et donc, elles sont plus facilement, j'allais dire, à venir vers nous, les accompagnants, pour demander de l'aide, ce qui n'est pas forcément le cas des hommes. Donc il y a déjà en fait un premier pas qui est fait. On va voir avec Lénie. J'arrive justement Lénie par rapport à ça. On va voir juste. Je disais que donc les femmes osent. Elles te contactent, Oui, tu les écoutes, oui. tu les conseilles Mhm. et tu les pousses à entreprendre. Une fois que j'ai justement osé, je t'ai contacté et que tu m'as poussé à entreprendre, quelle est la continuité justement de ce que tu proposes? Alors les femmes, moi, qui viennent à moi, ont déjà fait le pas d'entreprendre. Donc elles ont déjà, Donc elles ont déjà un numéro de tirette. elles ont déjà D'accord. un numéro de tirette, elles sont déjà entrepreneurs, dirigeantes d'entreprise, et elles viennent vers moi pour maîtriser leur communication. Mais j'ai aussi l'aspect un peu boost aussi, ça qui me différencie. C'est elles savent que quand elles viennent chez Basili, il y aura de la communication, mais il y aura aussi ce côté, j'accompagne, mais en profondeur. Ok, on va commencer par une chose très importante que tu as dit, je vais relever.
L'entrepreneuriat commence par un numéro de sirette. Et j'adore cette phrase-là. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, être entrepreneur, c'est devenu franchement une hype, un phénomène de mode. Tout le monde veut devenir entrepreneur et j'ai l'impression que tout le monde est entrepreneur. Il suffit que tu traverses une étape, une tribulation, une difficulté et hop, soudainement, j'ai réussi en fait à me relever en fait de ma séparation. Je peux être entrepreneur et être coach. Non. Ouais. Crée ton C'est numéro vrai. de sirette, ouvre ton entreprise et un comptable ou un expert comptable et contacte Basili. Yes. Oui, d'accord. Ensuite, il y a le boost que tu fais. Ouais, j'aime ça, ouais. Donc du coup, pour pouvoir booster la personne, il faut une graine de motivation, il faut un essence, il faut quelque chose en fait. Oui. Et beaucoup d'entrepreneurs aussi qui se lancent pensent que les coachs, pensent que les aidants vont tout faire à leur place, Merci, vont venir Prince. mettre la motivation, Oui. vont venir mettre le concept, vont venir tout mettre. Et lorsqu'ils se rendent compte que les coachs ne font pas ça, ils disent c'est un mauvais coach. Oui, c'est ça, on On est fatigué. Mais On est réellement fatigué. Ouais. Donc deuxième chose, et un minimum de motivation et je dirais un minimum de discipline. totalement. Et avec ces ingrédients-là, ces 3 ingrédients, on peut commencer en fait à faire quelque chose. Absolument. Et moi, il y a un trigger warning quand les personnes viennent à moi. Et je le dis très clairement. Est-ce que tu es prête ? Est-ce Ok. que tu es prêt ? Et je le répète et je le dis. Tu veux être mon client, ma cliente ? Est-ce que tu es prêt à travailler avec moi ? Et ça a été mal pris. Et justement, je pense qu'on va en reparler tout à l'heure. Il y a des personnes qui ne comprennent pas. Non, mais Basili, je viens à toi. Non, mais je ne veux pas faire le travail pour toi. Mhm. Comme j'ai une amie, Enagène, qui nous dit très bien, sois responsable de tes rêves. Oh, wow. C'est-à-dire que tu viens avec ton rêve, mais c'est le tien. Moi, je suis là pour te permettre d'avancer, mais il t'appartient, c'est pas mon rêve, c'est le tien. Moi, j'y ai cru en ton rêve quand tu m'en as parlé. Ça, je reprends ces paroles. On croit en ton rêve, nous, en tant qu'accompagnants. Mais maintenant, c'est à toi de passer à l'action. Et souvent, tu as des entrepreneurs qui viennent vers des coachs, effectivement, en se disant « je paye un coach, donc... » Voilà, ils vont me changer ma vie pour 150, 500 ou 1000 euros. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, je suis vraiment très, j'allais dire là-dessus, exigeante auprès des personnes qui viennent vers moi. Je leur dis, mais est-ce que vous êtes vraiment prêts à entreprendre ? Car comme tu le dis, c'est pas juste parce que j'ai eu envie, j'ai vu qu'il y a une hype, donc moi aussi j'ai envie de le faire. C'est pas ça. Parce qu'après, ils se rendent compte que il y a des embûches, il y a des critiques. Il y a des moments difficiles, il faut, comme tu dis, faire preuve de discipline, d'autodiscipline. Bien sûr. Et ça, en fait, s'ils ne savent pas, ils croient qu'entreprendre, c'est très simple, mais c'est plus que ça. Hein. Pour moi, l'entrepreneuriat, aujourd'hui, ça a été l'une des plus grandes difficultés. Vraiment, Dieu seul sait que j'ai fait énormément de choses. J'ai produit des artistes, j'ai managé des artistes, j'ai accompagné, mais réellement lancer son propre business, au-delà même de lancer son propre business, se battre pour réaliser son propre rêve, c'est ça la chose la plus difficile. Et je passe la parole à Lénie. Lénie, justement, tu nous disais en introduction que tu étais aussi entrepreneur dans le domaine du spectacle, et pas que. Alors, j'ai été entrepreneur. Là, maintenant, je suis vraiment mon propre patron. Il n'y a plus d'entrepreneuriat, c'est fini. T'es Là, chef j'ai d'entreprise. ouvert ma boîte. T'as ouvert ta boîte de prod. Exactement. Et du coup, tu fais quoi exactement, toi, dans ton... Alors, je m'autoproduis. C'est-à-dire qu'avant, déjà, je trouve qu'on a une chance, c'est qu'on n'est plus à cette ère où tu reviens il y a 10, 20 ans, pour que quelqu'un te remarque dans une salle, fait qu'un producteur vienne s'asseoir dans la salle, qui fasse « Oh, j'aime beaucoup », et qui te signait, et puis après, il te mettait à la télé, à la radio, et puis ça y est, tu devenais une star. Aujourd'hui, on a l'ère d'Internet, donc tout se fait par nous-mêmes en vrai. Et c'est un peu la carotte qu'on tend aux producteurs en mode genre, c'est bon, on n'a plus besoin de vous maintenant. Tu vois. Et le but, c'était ça, c'est de se dire, ok, si on veut avoir un maximum de liberté, si je veux avoir un maximum de liberté, je peux pas avoir un patron dessus de moi qui me dit, ah non, ça tu peux pas dire ça, ah non, ça tu peux pas faire ça. Donc le truc, c'était de commencer. J'ai commencé entrepreneur pour pouvoir me dire, je suis mon propre patron, truc. Et quand ça a vraiment bien marché, je me suis dit, ok, je pouvais plus être entrepreneur parce que ça dépassait les chiffres de l'année. Ça veut dire que monsieur Lénie Mbunga est bien. Du coup, on a ouvert notre entreprise et voilà. Mais j'ai pas tout seul, hein. J'étais avec mon pote Stan, Stan, que je connais très bien. On parlait de business tout à l'heure. C'est là où moi j'aime bien dire show business. C'est quand j'étais petit, ou même pour beaucoup de gens, quand tu disais show business, c'était pour se moquer. C'est là, tu es dans le show business et tout. Sauf qu'on m'a appris un truc, je crois que c'est même Puff Daddy qui m'a appris ça. Il m'a dit, pendant que toi tu es en train de faire le show sur scène, qui engrange le business? Oh. Et en vrai, c'est pas faux. Donc je préfère me dire, ouais, je suis un show businessman, si tu veux, parce que l'argent, je l'engrange pour moi-même. Je vois mes potes qui sont signés chez des productions, des fois en une date, ils font moins que moi. Tu vois, ils touchent des... Bah oui, du moment que t'as signé, c'est fini, quoi. Pourtant, tu les vois à la télé, c'est des gros stars et tout. Mais ils touchent moins que moi sur une date. Est-ce que justement, le fait d'aller vers son indépendance, le fait de monter sa boîte de prod, c'est pas venu aussi grâce à cette facilité de devenir quelqu'un à travers les réseaux sociaux?
Mais bien sûr. Bien sûr, t'es plus obligé de courir derrière quelqu'un pour qu'il te donne un petit bout de 5 minutes sur une télé ou à la radio. Vu que maintenant, les gens t'écoutent par toi-même. C'est toi qui crée ta fanbase, en fait. Donc moi, ça m'interpelle ce que tu dis, créer sa fanbase. C'est là, plus ou moins, l'un des débuts du business, alors, à travers les réseaux sociaux. Je pense que le début du business, c'est de comprendre que... pour moi, hein, je sais pas pour les autres, mais pour moi, ça a été de comprendre que je suis un produit et qu'il va falloir me vendre. C'est ça le truc. Ouais, Mon meilleur produit, c'est moi-même. Alors que si ça marche pas, c'est que le produit est défectueux, donc c'est moi. Oh. Bravo. Tu es artiste, tu as côtoyé les plus grands. Tu as fait le festival de Montreux, que ce soit à Genève ou bien en Afrique. En France, tout le monde te connaît dans le domaine, tout le monde te respecte dans le domaine. Le Panama Café et j'en passe. Et quand je dis tu as côtoyé les plus grands, on parle de Fari, qui a rempli Bercy. On va en revenir tout à l'heure. On parle de Redouane Bougueraba, qui va remplir Bercy et sur 2 dates, et qui va jouer au stade Vélodrome. Donc là, tu as côtoyé l'élite du stand-up français. Et aujourd'hui, devenir ton propre patron, est-ce que ça ne te fait pas peur? Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que ces artistes-là que tu as côtoyés, ils ont eu des producteurs. Par exemple, Fari, il a eu Jean-Marc Jumonté. Redouane Bougueraba aussi, il a eu un producteur. Moi, je l'ai rencontré depuis très longtemps que je le connais. On a fait le Festival d'Avignon ensemble en 2017. Il était avec une prod. Toi, tu rentres dans le game sans prod, sans appui financier, même si aussi qu'aujourd'hui tu es en place. Est-ce que c'est pas quelque chose qui te dit c'est un peu chaud quand même? Parce qu'il y a des risques. Parce qu'il faut payer des salles. Parce que du coup, il faut payer aussi une communication, même si on a sa propre fanbase. On commence avec ce qu'on a. Tu vois, ça sert à rien de se dire, de s'imaginer des ouais, mais non, il faut que j'aille. Moi, je vois le nombre de potes qui s'achètent, qui payent une attachée de presse, quoi, des trucs, mais dans ta salle, il n'y a personne. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux payer peut-être les meilleurs. Encore une fois, si je te dis, si le produit n'est pas prêt, tu peux avoir les meilleurs vendeurs, les meilleurs trucs, il suffit qu'il y ait une scène, les gens fassent. En fait, on allait le voir et en fait, c'était pas ouf. En gros, ça nique tout le travail en amont. Donc, souvent, on me dit ouais. Ça va être plus long, ça va être plus chiant, mais en vrai, j'aime pas dire plus c'est long, plus c'est bon, mais plus... S'il vous plaît, non. Mais non, mais je trouve que bah oui, plus le chemin est sinueux, plus le chemin est dur, et mieux tu vas Ils sont restés encore sur la j'arrête de parler. vanne, Et non, et plus tu vas kiffer ce que tu es en train de vivre. D'accord. Mais non, faut que j'arrête de parler de kiffement. Mais je pense qu'il doit y avoir beaucoup de célibataires ce soir aujourd'hui à la part de la Villette. Parce que... Mais non, mais on est d'accord que quoi que tu fasses, un peu de sérieux. Si tu galères à le faire et que ça marche, tu vas être plus dans le kiff, quoi. Tu comprends? On comprend. Parce que c'est ton bébé, c'est toi qui l'as défendu. Tu sais, quand tout le monde disait c'est mort, ou t'étais le seul à dire non, moi je sais que c'est pas mort, ça va marcher. Tout le monde disait non, c'est mort. Moi, combien de fois on m'a dit mais putain, ton truc de délire panafricain, ça marchera jamais. Ouais. Les gens ils s'en foutent, même les Africains eux-mêmes ils s'en foutent de leur histoire. Qu'est-ce que tu... Et non mais frère, à l'époque c'était une réalité, c'est-à-dire que tu disais à des gens bah il y a un mec qui a fait un spectacle sur l'humour et sur votre histoire, bah ils étaient plus intéressés par lâcher 70 €, 200 € dans une bouteille en boîte que d'aller voir un spectacle à 20-30 €. Et en vrai, c'est pas un reproche, il a fallu du temps. Tu vois bien que tout est en train de se mettre en place, pas que pour l'humour. Hein. Je pense que pour tout, en ce moment, on voit que ça intéresse de plus en plus les gens. Même nous, les afrodescendants, on commence à plus se tourner et se dire, ok, avant qu'on naisse, avant que nos parents arrivent, il y a forcément une histoire. On n'apparaît pas comme ça, ou on n'apparaît pas à partir de la colonisation ou de l'esclavage. Il y a eu une histoire avant, elle est autant passionnante que l'histoire qu'on nous raconte ici. Moi, je tiens à souligner quelque chose, chers amis, présents à la part de la Villette et qui nous regardaient à travers les réseaux sociaux. Lenny parle d'un sujet qu'il maîtrise. Pourquoi? Parce que tu t'es donné les moyens. Tu as voyagé, tu es parti en Afrique. Tu es allé à la rencontre d'historiens, du peuple, des gens qui vivent cette réalité et qui ont une connaissance que nous n'avons pas, qui ont vécu des choses à travers des livres qui eux-mêmes ont écrit, qui t'ont transmis. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand tu montes sur scène et que tu fais des vannes, que ce soit le général de Gaulle ou autre, c'est que tu connais en fait. Et c'est ce que les gens en fait oublient, c'est qu'ils ne prennent pas le temps d'étudier aussi bien les entrepreneurs que les artistes. Ça veut dire qu'ils vont lancer un business, ils voient que le business en ligne aujourd'hui, les formations, ou je ne sais pas, bah, ça ramène de l'argent, ils vont juste
se focus là-dessus, sans pour autant en fait remplir leur verre de connaissances et de savoir. Or que toi, tu as fait le tour de nombreux pays d'Afrique et je pense qu'on peut l'applaudir, ça se félicite parce que chaque travail mérite salaire et tu es en train de travailler à la sueur de ton front et ça pour ça, félicitations à toi. Merci. Merci. Non, après, moi, c'est comme tout. Je pense que quand tu es passionné par quelque chose, je le disais à mon petit frère et à un pote à moi qui faisait de la chanson. Je peux pas comprendre que vous êtes passionné par la danse ou par le chant, mais que vous vous intéressez pas à ce qui se passe hors des sentiers battus. C'est-à-dire que moi, j'adore l'humour. Okay, j'adore l'humour, j'adore l'histoire. Et c'était dans la logique, je vais autant aller voir des humoristes de Chine, de Pologne, parce que c'est un truc qui me plaît. J'aime voir comment on rigole partout dans le monde et j'aime voir comment on voit l'histoire partout dans le monde. Donc c'était normal d'acquérir tous ces savoirs, si on veut. Et c'est pareil pour tout. Quand moi, je me dis, mon frère, il est danseur. Je dis, ok, t'es danseur et tout, mais tu t'intéresses qu'au hip-hop qui se fait dans l'Occident, en Occident. Alors que demain, dans ton hip-hop d'Occident, tu rajoutes un pas de l'Inde, un pas du Zimbabwe, un pas de truc. C'est sûr que tu vas sortir quelque chose de nouveau. C'est sûr que tu vas sortir. Et pour moi, c'est pareil pour tout. La chanson, tout le monde est concentré sur, par exemple, en ce moment, ces derniers temps, tout le monde était concentré sur l'Afrique du Sud ou le Nigeria. Et je dis, mais il y a 54 pays. Dans ces 54 pays, ils ont tous un style de musique bien précis. Maintenant, si tu creuses un peu, si tu vas chercher dans le savoir, pourquoi on a kiffé Burna Boy ? Parce qu'il est parti chercher loin. C'est vrai. Il est parti chercher dans le passé de la musique nigériane pour nous faire kiffer aujourd'hui. Et c'est là le truc. Si t'aimes ce que tu fais, si tu kiffes, si t'es vraiment passionné, va au-delà de ce qu'on te dit. Ton cercle, il est bien et c'est très bien, c'est très beau. Mais si tu veux faire avancer le truc, si tu veux faire avancer la chose, si tu veux créer quelque chose de nouveau, il faut que tu ailles voir ce qui se fait partout dans le monde. Ils ont forcément des longueurs d'avance sur toi ou des choses différentes à t'apprendre. C'est très puissant ce que tu dis. Hein. Franchement, c'est juste ouf parce qu'on oublie ça en fait. On oublie en fait que le succès périn réside en fait à l'art d'aller se renseigner, de voyager, de s'informer et surtout d'apprendre et de comprendre ce qu'on fait. Et ça, beaucoup de personnes oublient ça. Donc, chers amis qui nous regardez, encore une fois de plus, à un moment donné, prenez le temps nécessaire de comprendre mieux votre business, de comprendre mieux votre talent ou pour certaines personnes, de comprendre mieux où vous venez. Vasily, on repasse à toi. Tu as entendu Lenny qui parle justement de compréhension, qui parle justement d'information. Il est parti... T'as fait combien de pays en tout, Lenny ? 13 maintenant. 13 ouais. Sur 54, c'est ça ? Ouais. Waouh, 13. Donc Vasily, Lenny parle justement de compréhension. Toi, justement, à travers ton business, Oui. Est-ce que tu partages justement cette vision des choses ? Absolument, qu'il faut avoir une certaine autorité pour pouvoir développer un business. Quand je parle d'autorité, c'est soit avoir des compétences acquises dans le cadre d'une formation ou autre. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, oui, c'est vrai qu'il y a eu une vague d'accompagnants, de coachs, notamment sur les réseaux sociaux. Et il y a eu aussi beaucoup de bruit autour de ça, sur la crédibilité de ces personnes-là. Et je pense qu'à un moment donné, je pense pas que tu puisses rester dans le game pendant des années sans qu'on se rende compte en fait qu'il y a un loup quoi. Donc dans les débuts, tu peux effectivement, lorsque tu viens sans avoir une réelle vision, ça peut durer quelques mois, peut-être 1 an, 2 ans, mais je pense pas que tu restes, tu fasses des carrières ou bien que tu restes longtemps accompagner des personnes pendant des dizaines d'années si tu n'as pas une réelle autorité dans le domaine dans lequel tu t'engages. Est-ce que être coach pour toi aujourd'hui, c'est quelque chose qui est devenu trop facile? Parce que moi, étant gérant de la part de la Villette, je reçois énormément de demandes de location pour des conférences, pour des masterclass, pour des coachs. Je respecte tous les coachs qui nous sollicitent et qui font appel à nous, et on est là pour ça. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que ça fait quand même beaucoup. En l'espace de 2 ans d'ouverture, on a reçu énormément de personnes. Et plus particulièrement les femmes. Les femmes, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de coachs. Alors peut-être que c'est moi qui me trompe. Je pense que c'est aussi dû au fait que le coaching aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des personnes qui pourront peut-être appuyer ce propos, mais que ce n'est pas encore vraiment régularisé.
Hein, c'est-à-dire que tout le monde peut s'appeler coach. C'est-à-dire que demain, une personne peut se dire coach, bah ok, je suis coach. Après, certaines personnes, pour se différencier, se présentent comme coach certifié pour vraiment montrer la différence entre les coachs qui se réveillent un matin et qui se disent voilà, parce que j'ai aimé, je suis en couple depuis 3 ans, donc je peux être coach en coach love. Ou même, tu as même des personnes qui ne sont pas en couple et qui sont coach love, mais bon, après, ça, c'est une autre histoire. Mais on parle de toi, Alexis Chen. Mais pour dire que oui, renseignez-vous. C'est ça aussi. Il y a le coach, donc la personne qui se lève un jour, je suis coach, mais toi qui prends le coaching, est-ce que tu t'es renseigné sur les compétences de la personne ? Est-ce que c'est pas justement dangereux ? Parce que voyant, je côtoie pas mal de coachs et de très bons coachs. Moi, je vois que beaucoup d'âmes humaines mettent leur espoir auprès des coachs. C'est fou. Mais c'est qu'il y a un vrai besoin. Finalement, parce que je pense qu'également, lorsque tu es coach en développement personnel, coach de vie, souvent c'est ce qui fonctionne beaucoup, hein, les personnes n'iront pas voir un psychologue, hein, c'est beaucoup plus, je pense, facile d'aller voir une personne qui se présente comme coach qu'une personne qui se présente comme thérapeute ou psychologue. Et en tout cas, ça c'est mon avis. Je pense que surtout dans nos communautés, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui vont voir des coachs qui se disent coach et qui ont de la clientèle. Mais en revanche, lorsque tu parles des psychologues, je suis thérapeute, encore thérapeute, je pense que ça fait encore moins peur. Mais lorsque tu es dans le domaine médical, je pense que ça crée un peu plus de doute, en tout cas pas de doute, mais par rapport à soi-même, d'aller voir une personne qualifiée pour cela. Tu as accompagné énormément de femmes. J'en collabore avec une qui s'appelle Asma, qui est là aujourd'hui. Oui, Jamadoula. Exactement. Tu as accompagné énormément de femmes, beaucoup de femmes. Tu les as aidées à se réveiller, à se lever. Est-ce que pour toi, ce travail, c'est pas chronophage, c'est pas usant, c'est pas épuisant ? Je le ressens pas comme ça, en tout cas. C'est pas épuisant pour moi, parce que c'est ce qui émane de moi, finalement. Okay. Quand je le fais, c'est parce que je le fais vraiment... Je l'ai fait un peu trop, sans réfléchir, en donnant beaucoup. Mais c'est ma nature. C'est ma nature et ça fait partie aussi de la vision que j'ai. C'est de les accompagner, finalement, ces femmes qui sont avides de succès. Parce que Asma, elle a vraiment envie de faire et de bien faire. Mais on a souvent posé la question, est-ce que, Vasélie, toutes ces personnes, est-ce qu'en termes d'énergie, etc. Mais moi, je le ressens pas, puisque c'est donné. J'aime ça. Et je prends pas forcément ça comme étant usant, mais des expériences pour montrer que finalement il fallait que je fasse beaucoup plus attention à ça. En termes d'énergie, parce que en termes d'énergie, ouais. On puise en... Ouais, c'est épuisant, mais on s'en rend pas compte. Moi, je me rendais pas compte en fait. C'est lorsque là j'arrête que je me dis ah ouais quand même. Et qu'est-ce que tu fais justement pour pouvoir te ressourcer ? Pour pouvoir me ressourcer, eh bien, faut dire que je suis très bien entourée aussi. Hein. Donc, je me ressource aussi en recevant de la part des personnes qui sont autour de moi, recevoir aussi l'amour des autres pour pouvoir aussi en donner en retour. Donc, j'ai cette grande chance d'avoir un très bon entourage, la famille, aussi bien mes amis. Et puis, il y en a beaucoup qui sont là présents ce soir pour te dire que l'entourage est vraiment là. Et puis, je pense que c'est aussi la foi que j'ai aussi qui me permet d'aller de faire ces choses-là sans trop compter, dirais-je. Très bien, parce que je voulais aborder ce sujet, la foi. Okay. Tu es croyante ? Oui. Pratiquante ? Absolument. Avec une foi, je dirais presque illimitée. Okay. Au vu des épreuves que tu as dû traverser et que tu traverses toujours et que tu traverseras. Ouais. Quelle est l'importance de la foi dans ton business ? Parce que beaucoup de personnes, en fait, veulent séparer l'argent, le business, de la foi, de la piété, de l'humilité. À la fois, moi, c'est la base de tout ce que je fais, en fait. Je remets tout sur ça pour lancer mes actions, que ce soit pour Equila Kids aussi, beaucoup pour les enfants. Je mets tout ça au sein de mes croyances. Pour moi, c'est la base, tout simplement. C'est la base. Et si ça continue encore aujourd'hui, si j'ai continué malgré les tribulations, malgré les épreuves, c'est parce que j'ai foi, en tout cas, j'ai la foi dans ce que j'entreprends. De quelle confession es-tu ? Comment ? De quelle confession es-tu ? Chrétienne. Chrétienne, oui. Ça marche. Je passe aussi la parole à Lénie. Catholique ou évangéliste ? Évangéliste. En fait, c'est drôle ce que tu dis, parce que pour moi, même quand tu me poses la question chrétienne, en fait, c'est au-delà du mot, tu vois. Je crois, tu vois, je crois.
Donc, on me met chrétienne, ok, mais parce que j'ai effectivement une obédience particulière, mais c'est l'amour en fait que je reçois de Christ en fait. Tu vois, Moi, c'est pas, je suis chrétienne, ouais, mais j'aime pas trop cette étiquette. Ouais, c'est la foi. C'est la croyance. foi en fait. Moi, Ouais. je rebondis sur ce que tu as dit et Moi, j'ai rien dit. Si on m'a dit dans le public que tu parles, Non, dis-moi, mais- c'est une discussion, vas-y, Mon vas-y, visage, parle, c'est Lenny, mon parle, visage parle, qui- parle, qui me parle. trahit. vas-y, dis-moi, tu voulais dire quoi? J'ai rien dit, moi. Ok. Ton visage a parlé, pardon, faut dire, faut parler, on est là pour en toute T'inquiète, confidence. je vais sortir, je vais extraire les verres de sonde, t'inquiète pas. Moi, je voulais rebondir sur ce que tu dis, Basili, parce que pour moi, l'une des clés, et tu en as cité quelques-unes, de la réussite dans son business, même dans la vie de tous les jours, c'est d'être bien entouré. Avec des gens qui nous aiment, des gens qui sont bienveillants, pas des gens qui vont nous critiquer gratuitement, mais au contraire, peut-être des gens qui vont nous critiquer, mais pour nous aider à nous relever et pour nous aider à nous fortifier. Deuxième clé, et pour moi, et je partage, c'est la foi. Alors, peu importe, la foi en Christ, la foi en la nature, la foi en Allah, en Bouddha, en Jéhovah, en tout ce que tu veux, mais il faut avoir cette foi. Et cette foi aussi, elle se partage aussi à la foi en toi, en Absolument. ton projet, en Ah, qui oui. tu es. Et si tu n'as pas cela, eh ben, tu construis en fait une maison dans du sable mouvant parce que quoi qu'il arrive, à un moment donné, ça va s'effondrer parce que tu ne crois même pas en toi. Tu ne crois même pas en ta vision. Et ça a détruit beaucoup de business, des couples, des nations et tout ce que tu veux. Et enfin, l'une des clés pour moi qui est capitale, c'est la patience. Oh, Et du coup, je tourne ma tête à Lenny, toujours sur le domaine de la foi. Lenny, tu es issu, je pense, d'une famille, comme beaucoup d'entre nous, croyante. Tu es issu d'une famille athée. Non, alors, attends. Je suis issu d'une famille où on nous a laissé faire notre choix. Oh, C'est-à-dire que ma mère était croyante, d'accord. mon père était congolais. Alors, j'explique pourquoi. J'explique pourquoi je dis congolais. Je dis, tu connais les anciennes générations de darons congolais. Tu leur demandes un jour, tu crois en quoi? Ils te disent Jésus. Tu reviens le lendemain, Bouddha. Tu reviens le lendemain, tu fais, hey, c'est quoi toi? Je fais, oh, moi je suis congolais. Papa Wemba, Kofi, c'est tout. Je te jure, mon père, c'est ça. Hey, parle-moi des soirées. Parle pas de- Et ta maman est d'origine, vient de l'île de la Réunion. Elle était là. Elle était de l'île de la Réunion. Et est-ce qu'elle avait un positionnement justement où elle te conseillait par rapport à ton choix? Parce qu'on vous laissait le choix. Alors, elle me conseillait pas, mais elle me donnait. Je pense qu'il y a encore des choses qui résonnent encore aujourd'hui. Je vois dans les sketchs que j'écris aujourd'hui, beaucoup viennent de paroles de ma mère. Par exemple, D'accord. il y a un passage où je parle d'appropriation culturelle. Et je demande où. En fait, je parle au niveau de la nourriture pour le jus de bissap, au niveau du physique, pour tout ce qui est corps, grosses fesses, grosse bouche. Et ça vient d'un truc où ma mère un jour m'avait dit, je sais plus, on regardait la télé, mais il y a longtemps, hein, on regardait la télé et il y a une vidéo de Jennifer Lopez qui se passe à ce moment-là. Tout le monde dit, oh, Jennifer Lopez avec ses fesses. Nan, nan. Et ma mère a dit, quand c'était les femmes noires qui avaient ses fesses, personne n'aimait. Maintenant que les latinos et les blanches commencent à venir, ah là tout le monde dit, ah les fesses, les grosses fesses. Et c'est resté, c'est un truc qui est resté. Je l'ai entendu dire, même pas, elle parlait même pas à moi, je l'ai entendu dire. Et quand j'ai commencé à écrire le sketch sur l'appropriation culturelle, dans ma tête c'était logique de parler de, oui, avant nos corps c'était des corps de singes, c'était des corps de leurs grosses fesses, un truc. Aujourd'hui c'est tout ce qu'ils désirent avoir. Et pour en revenir à la religion et tout ça, moi, alors, je donne mon avis. Hein. J'ai un énorme respect pour ceux qui ont la foi en les religions et tout ça, un énorme respect. Mais maintenant, moi, je fais bien la différence entre spiritualité et religion, qui pour moi sont deux choses différentes. Genre, j'explique, c'est-à-dire que tu peux atteindre la spiritualité par la religion, c'est-à-dire que ça va te donner un cadre, ça va te donner comment des règles Ouais, bien sûr, pour arriver à une c'est qui est haute, spiritualité bien sûr. qui est saine, Ouais. mais tu ne peux pas arriver par la religion, par la spiritualité, parce que si tu as déjà la spiritualité, ça sert à rien d'avoir la La religion. religion, bien sûr. Et en partant de ce constat, je me dis, un jour, on m'a sorti une bonne phrase. C'est-à-dire qu'on était avec des potes et ça commence à dire, oui, mais vous, les Noirs, vous n'avez pas réellement de religion. Je suis, comment ça? Il me dit, bah ouais, les Blancs, ils ont les catholiques, enfin, ils se voient dans le catholicisme et tout, parce que la base vient de là, ok. Il me dit, les bouddhistes, enfin, les Asiatiques, ils ont le bouddhisme et tout. Ok. Les Arabes, ils ont l'islam, et vous? Et moi, je fais, tu sais, je dis, on ne donne les règles qu'à ceux qui ne connaissent pas le jeu.
Et quand tu regardes au niveau de l'histoire, eh ben, tu vois bien qu'on a des règles à des peuples qui s'entretuent entre eux, qui tuaient leurs enfants parce qu'ils étaient trop nombreux. Enfin, que des règles qui aujourd'hui paraissent immorales. Mais il a fallu leur donner ces règles. Alors quand tu connais déjà ces règles, savoir que tuer quelqu'un, c'est pas bien, ça c'est un truc qui est en nous. Donc quand tu as les règles, tu pas besoin d'avoir quelqu'un qui te donne les règles. Les règles, elles ont déjà été là. On vit avec Dieu depuis la nuit des temps. Si on est les premiers à avoir été créés, c'est qu'il n'avait pas besoin de nous donner des règles, tu vois. Eh bien, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Quand on se dit, on a des sages, là. Tu parles de spiritualité. Est-ce que pour toi, tu pratiques la spiritualité, justement? Tu nous disais tout à l'heure en début de podcast que tu viens de tourner. Est-ce que tu as des rituels qui peuvent t'aider à encore plus avoir une spiritualité saine et pure? Alors, moi, je me rapproche très vite du culte des anciens. Le culte des ancêtres, c'est-à-dire que tu as un Dieu pour tout le monde, sauf qu'il est présent partout et dans tout, et que si tu veux interférer avec lui, c'est aux ancêtres qu'il faut demander. Ok. Donc, pour moi, hein, après, je conçois que plein de gens et leur religion, encore une fois, je dis que la foi, qu'importe ce que tu choisis, c'est juste comment te rapprocher le plus simplement de Dieu pour toi, en tout cas. Wow. Qu'importe que ce soit catholique, musulman, culte des ancêtres, si pour toi c'est la meilleure façon d'arriver à Dieu, c'est que c'est la bonne. Et puis pour clôturer ce chapitre de la foi et de la croyance et de la spiritualité, c'est quelque chose avant tout de très personnel. Absolument. De très unique. Et je pense que chacun d'entre nous ici présents, autant d'âmes qu'il y a dans cet espace, ou même de personnes qui nous regardent, on pratique notre propre foi. On pratique notre propre spiritualité. Et si on est OK avec ça, ben, c'est OK en fait. C'est OK. On va parler de croyances limitantes. Lénie, dans le stand-up, aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui veulent faire de l'humour. Et à la part de la Villette, on a fait réellement une place à l'humour au féminin. Et lorsque je discute en fait avec les filles humoristes, elles me disent « Ah, franchement, c'est pas cool. On a l'impression que nous, les femmes, on galère plus que les hommes humoristes. On a l'impression que nous, on doit faire plus de choses. » Certaines me disent que voilà, il faut limite faire des avances à des producteurs ou même être un peu aguicheuse pour pouvoir jouer dans des plateaux et qu'il n'y a pas un équilibre. Est-ce que pour toi, c'est une réalité ou est-ce que pour toi, ce sont des personnes qui ont un plafond de verre au vu de leurs croyances, au vu de leur talent ou autre? Si elle te le dit, c'est que je pense que c'est vrai. C'est de leur vécu. Tu vois, je ne me permettrais pas de dire à quelqu'un ouais, tu mens. Alors que si elle le ressent comme ça, c'est que c'est possiblement vrai. Maintenant... Mais est-ce que c'est parce que aussi justement elles ne sont pas au top niveau comme certains hommes qu'on ne leur donne pas de la place? Ou bien tu penses vraiment qu'il y a une différence entre peut-être même une discrimination chez les femmes que chez les hommes? Alors moi je vois deux choses. La première chose, c'est que je pense que pendant très longtemps, l'humour, en tout cas, ça a été un art très masculin. Pourquoi? Parce que je pense que beaucoup de filles n'osaient pas parce qu'elles se regardaient. Tu sais, c'est un truc où il ne faut pas avoir peur d'être ridicule. Et quand tu te regardes beaucoup trop, eh ben, c'est un peu le même problème que les danseuses classiques. Tu vois. Comme elles se regardent H24 dans la journée à danser, ben, dès qu'elles voient une imperfection, ça ne va pas. Alors que tu dis, nous, dans notre art, l'imperfection, c'est ce qu'il y a de mieux. Tu vois. Alors, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je pense que être une femme sur scène, qu'importe la couleur, hein, être une femme sur scène et être un homme noir sur scène, ça se rapproche. Pourquoi? Parce que je disais la dernière fois, quand tu viens sur scène et que, par exemple, tu dis les mots noirs ou colonisation ou un truc qui est en rapport avec ton histoire, le public général, comme on est en France, donc le public blanc, va tout de suite se braquer en mode « Oh, il vient nous faire la leçon, nous parler d'esclavage ou nous dire que ce qu'on a fait, c'est pas bien dans le passé, alors qu'on n'était pas nés, blablabla. » Et je pense que pour une femme, c'est pareil. C'est-à-dire que quand elle monte sur scène, là, c'est le public masculin qui est en mode genre « Oh là là, non, elle vient nous parler de ses problèmes de femmes. » Et en fait, c'est les mêmes choses. Je pense qu'on est à une époque où les gens regrettent, une catégorie de gens regrettent l'époque où on ne pouvait pas donner la parole à tout le monde. Maintenant qu'aujourd'hui tout le monde là, ça dérange, je pense. Waouh. Un jour... Et un jour, en parlant de ça, un mec m'a dit « Ouais, mais on ne peut plus rien dire. » Et je dis « Analyse ta phrase. On, déjà, ça englobe que vous êtes plusieurs, alors que pour l'instant, tu es tout seul à me dire quelque chose. » Et je fais « Tu ne peux plus rien dire.
où on ne peut plus rien dire, ça renvoie forcément à une époque où d'autres ne pouvaient pas parler. Tu vois, aujourd'hui qu'on peut parler, oui, tu ne peux plus rien dire. Oui, à l'époque, tout le monde disait « Ah, des conneries, bamboula !» Aujourd'hui, ça a changé, gros. Si tu dis bamboula, tu vas te prendre une gifle. C'est clair. Et toi, Vasily, au niveau de l'entrepreneuriat au féminin, Oui. on en parlait un peu tout à l'heure en off, est-ce que tu penses qu'il y a des croyances limitantes chez les femmes qui vont entreprendre, en se disant que, moi j'ai eu encore le cas hier, on a accompagné en fait une jeune thérapeute qui va se lancer, donc on l'accompagne en communication, en réalisant en fait son clip vidéo, et elle nous disait que lorsque tu es femme et que tu entreprends, tu as moins de chances de réussir que les hommes Dans l'entrepreneuriat, dans l'entrepreneuriat. je ne suis pas nécessairement d'accord par rapport à ça. D'accord. Parce que l'entrepreneuriat, c'est toi et toi, quoi. C'est toi et toi, t'es ton propre boss, finalement. Donc, tu te donnes les moyens, tu as tes objectifs, que tu te fixes toi-même. Il n'y a pas de comparaison, tu te compares à toi-même. Donc, dire que être femme et entrepreneur, c'est plus difficile que pour les hommes, en tout cas, de l'expérience que j'ai et des personnes que j'accompagne, je ne ressens pas je ne le ressens pas comme ça. Alors pourquoi, du coup, certaines femmes, même dans les réseaux, on les voit, ces coachs ou ces personnes qui prennent la parole en disant que il y a une différence de réussite, les hommes ont plus de chances de réussir que les femmes ont plus de chances de réussir. Dans l'entrepreneuriat encore ? Dans l'entrepreneuriat toujours. Mais c'est vraiment des... Je sais pas si vous partagez ça avec moi, mais je pense qu'on l'a Moi, tous j'ai entendu. un truc... T'as un truc... En ouais. fait, Je t'en prie, Vas-y, je t'en prie. bien sûr. moi, je suis allé en Guadeloupe et en Martinique cet été. Ok. Alors, pour moi, j'ai vu clairement que c'est clairement différent, que le traitement est totalement différent. Quand Ok. je suis arrivé là-bas, il y avait une espèce de polémique sur une fille qui vendait des produits cosmétiques. D'accord. Et en fait, ça allait tellement loin que les gens sont partis chercher dans sa vie privée, ont vu qu'elle avait un mari blanc, et du coup, ça a commencé un peu à crier à droite à gauche. Et elle s'est expliquée en disant que, en étant femme, venir à la banque et demander un prêt Ouais. pour quelque chose, alors femme noire, surtout dans les dom-toms, c'était compliqué. Et que du moment où elle a ramené son homme blanc avec elle, ben, tout de suite les portes se sont ouvertes. Donc forcément qu'il y a des choses où elle part déjà avec un désavantage. désavantage. Je dis pas Ok. pour tout le monde et je sais pas si c'est partout pareil. Moi, en tout cas, je sais que dans cette partie-là de l'océan Atlantique. Mais il n'y a pas que c'est dans cette compliqué. partie-là, hein, parce que vraiment, Oui. pour revenir en fait à mon Ouais. histoire avec justement cette jeune entrepreneur, elle était persuadée et elle se disait vraiment que voilà, moi je suis une femme, et elle disait qu'elle travaille qu'avec les femmes parce que c'est compliqué de travailler avec les hommes et que voilà, j'ai envie de donner la chance aux autres femmes parce qu'elle est coach ou elle est aidante pour les femmes qui veulent se lancer. Et elle disait que voilà, moi j'ai vraiment envie d'aider les femmes parce que nous, lorsqu'on commence l'entrepreneuriat, c'est un peu plus difficile. Elle me prenait l'exemple dans le monde du travail ou dans le domaine financier, où elle disait que à la tête de toutes les plus grandes puissances dans un point de vue de finance, ce sont les hommes qui dirigent. Et que les femmes, lorsqu'elles prennent des postes, du coup c'est un peu plus compliqué. Est-ce que tu partages ce point de vue ou donne-nous ton point de vue? Alors, pour le salariat, dans le monde, Ouais, le salariat. dans le domaine du salariat, faut pas se mentir, c'est vrai qu'aussi encore aujourd'hui en France, il y a des équilibres. Et encore plusieurs personnes qui se battent justement pour créer un équilibre au niveau des salaires dans les entreprises. Les choses changent peut-être de manière peut-être pas forcément assez vite, mais oui. Il y a une discrimination. Je pense effectivement, lorsque tu parlais de quand tu fais appel à un prêt bancaire, par exemple, et j'ai aussi une personne que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux qui s'appelle Maëva de Mon Budget Bento, qui le dit très bien. Lorsque tu fais un prêt, que tu es une femme, que tu es noire, forcément, oui, ça t'a beaucoup moins on te regarde différemment. Mais je crois aussi que il faut se donner les possibilités aussi de se présenter correctement. Lorsque tu fais ce genre de démarche, qui va être aussi aidante parce que comment est-ce que tu te présentes aussi? Comment est ton dossier? Qu'est-ce que tu as fait aussi avant pour présenter un bon dossier? Donc je pense qu'il y a aussi d'autres éléments, facteurs qui peuvent jouer. Certes, il y a, on ne se ment pas que c'est dans le domaine de l'immobilier, recherche d'appartement, demande un prêt pour un appartement ou pour autre chose, pour le travail, etc. On sait que ça existe. Mais qu'est-ce que tu fais toi maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire toi pour pouvoir justement dépasser soit ce plafond de verre ou bien ces discriminations? Donc je pense que c'est la responsabilité encore de chacun. Ça, c'est un mot aussi que j'emploie souvent, c'est être responsable de ses actions et de faire en sorte que ça fonctionne. Moi, je suis vraiment dans l'état d'esprit où c'est fait en fait. Fais avec ce que tu as.
Démarre avec ce que tu as fait, avec ce que tu as, ça fonctionne pas, fais autre chose, mais C'est ce cherche que une, Lenny disait cherche aussi une tout à l'heure. solution. Chemin, ouais. Yes. Donc, Tu travailles avec beaucoup de femmes. Oui. On dit que les femmes, lorsque vos énergies sont trop souvent ensemble, ils commencent à avoir des clashs. Les hormones Lénie, pourquoi tu rigoles? Je demande, je me renseigne Enfin, comme vous tous. Les hormones féminines, je ne sais pas comment on pourrait dire, à un moment donné, ça crée de la tension. Est-ce que c'est vrai, justement? Est-ce que toi, à ton niveau, tu as pu constater des tensions, des prises de tête pour rien, ou bien ce sont vraiment des... Ça existe. Franchement, ça existe. Honnêtement, je ne vais pas te mentir, c'est la vérité. Et j'ai eu aussi à le vivre. Trop de femmes ensemble, et ça me fait du mal de le dire. Franchement, ça me fait beaucoup de mal de le dire. Mais ça peut être compliqué. Wow. Ça peut être compliqué. Franchement, ça me fait vraiment mal à le dire parce que je l'ai vécu moi-même, donc j'ai eu cette expérience-là d'avoir aussi des femmes qui m'ont sauté dessus finalement. C'était un groupe de femmes. C'était des femmes dans un domaine professionnel, ouais. Et c'était des femmes et des femmes noires, en fait. Donc moi, encore aujourd'hui, je suis dans cet état d'esprit de me dire mince, en fait, parce que je n'étais pas partie avec ce raisonnement-là. Moi, je refuse ça totalement, qu'on me dise oui, les femmes entre elles, je me bats. Enfin, je vais dire, je me bats pour ça, mais c'est des Si, tu peux le dire, parce que moi, je te connais très bien. Tu te bats justement pour réellement, en fait, une paix dans le business, une entraide, un soutien. Oui, c'est vrai. Et surtout, faire briller au niveau de ta communauté. Absolument. En tout cas, j'ai une phrase que je sors souvent, c'est changer la narrative. Et que ce soit au niveau du business, d'entrepreneuriat, que ce soit au niveau des enfants, comment ils se perçoivent, et les femmes également. Et avant qu'il m'arrive ce qui m'est arrivé en début d'année, à aucun moment j'aurais pu croire que ça aurait été possible. D'accord. À aucun moment, tu vois. Mais là, je parle de mon expérience, pas de l'expérience de tout le monde, mais de la mienne. Ouais, ça peut être compliqué parce que je sais pas forcément toutes les raisons qui peuvent pousser des personnes à agir de cette manière-là, mais... Très bien. Mais selon toi, comment on peut justement... Est-ce qu'il y a des solutions? Parce que du coup, c'est quelque chose qui arrive. Et avec mon expérience aussi, j'ai pu voir aussi des femmes se crêper le chignon, mais pour rien du tout, en fait. De la jalousie qui se crée pour absolument rien. Comment on peut éviter ça? L'éviter. Alors, les hommes aussi sont jaloux, faut aussi le dire. Ouais, mais nous, on va pas se crêper. On va pas se crêper. Ouais, mais nous, c'est moins que vous. Okay. Ouais, non, on parle des femmes, mais les hommes aussi, attention. Donc, les hommes aussi sont jaloux. C'est plus... Nous, on se dit les choses en face, il n'y a pas de blabla. Ah, alors ça, c'est... Il n'y a pas de façon. Ah. C'est pas vrai. J'aime bien parce que tous ceux qui disent c'est pas vrai, c'est les femmes. C'est pas vrai. On sait comment vous êtes. Alors ça, en revanche, il y a une chose sur laquelle je rebondis par rapport à Lénie, c'est que moi, j'aime quand tu me dis les choses clairement. Farah, tu vois, tu me dis clairement les choses, comment ça va pas. Et je sais pas si c'est les hommes, c'est plus courant, mais en tout cas, moi, j'aurais aimé que des personnes viennent à moi et me disent, la Basilie, ça va pas. J'aurais aimé ça, mais ça n'a pas été fait. Donc, je rebondis quand même sur ce que tu dis. Peut-être que je vais pas généraliser en tout cas, mais dans mon cas, je pense que c'est un problème de communication. Je sais pas si c'est un problème de femme au final. Non, je refuse de dire ça. J'ai du mal à le dire ça. J'ai du mal à dire que c'est un problème de femme. Je refuse de le dire, de généraliser. C'est pas un problème de femme, faut pas généraliser. C'est pas un problème de femme. Elles ont juste plus de vis que nous, c'est pas pareil. Non. Par qui ont été inventés ces vices? Toi, tu vas tomber sur un Twitter ou un X bientôt. Non, j'ai pas envie de généraliser. Franchement, la généralisation, non. Mais je pense que c'est comme entre vous les hommes aussi, dit la vérité. Non, mais nous, en fait, les hommes, je pense, tu vois, c'est pour ça que Lénie disait, nous, on se dit les choses parce que je pense qu'on a un ego un peu qui est là, tu vois, où du coup, il y a certaines choses, en fait, qu'on va voir, on va pas permettre, en fait, que ça aille plus loin. Donc, pour pouvoir, en fait, éviter, on va dire... Ah ouais? Non, attendez, mesdames. Je peux terminer. On pour pouvoir éviter en fait que ça se passe, on va... Gars, je peux te parler? Ouais, t'as vu en fait, là, ça, j'ai pas kiffé en fait. Ah ouais, t'as pas kiffé? Parce qu'en fait, en vrai, moi, je voulais pas t'offenser. Ah ouais? Et après, copain! Attends. Ça, c'est entre nous les hommes. Maintenant, un homme vers une femme, c'est vrai que souvent, on n'est pas tout le temps dans la sincérité. Ça, c'est un fait. Ouais, mais entre nous... Non, mais c'est vrai. Lénie, tu parles des choses là. Tu m'as demandé, on a demandé entre hommes. Entre hommes, on est plus dans la vérité. C'est un vrai. Parce qu'il y a l'ego qui vient en place. Alors que même si tu le dis en mode genre, je vais me battre, en mode genre, hey gros, viens là, faut qu'on s'explique, ça va quand même être dit. Tu vois. Alors que vous, les filles, c'est. Non, c'est pas grave, c'est pas grave.
je sais pas. Mais entre hommes et femmes, j'avoue que nous aussi, on est des lâches sur le truc. Oui, ça. Nous, on est des gros lâches. Non, mais madame, on va pas rentrer dans ça, là. Lénie, pour revenir à ton domaine, l'art, l'artistique, il y a aussi des jalousies qui se font. Comment toi tu réagis justement? Je prenais l'exemple où tu as côtoyé les plus grands, voilà, avec les légendes de la nouvelle génération du stand-up français, Fari et autres. Aujourd'hui, tu vis ton propre rêve et tu crées ta propre destinée. Est-ce que dans le milieu, et je sais que oui, la jalousie est quelque chose d'hyper pesante? Et comment ça se gère en fait justement? Déjà, l'humour, c'est un métier d'ego. Enferme tous ces égos dans une boîte et t'as le résultat. Moi, je comprends pas encore plus aujourd'hui. Là, je reviens de Bruxelles. À Bruxelles, j'ai eu la chance de pouvoir voir pas mal de plateaux africains ou des plateaux afro présentés par des afros avec des humoristes afro, un public afro, toute une organisation qui est afro et tout. Et je trouvais ça vraiment cool. Et ils me disaient, mais comment ça se fait qu'à Paris, il n'y a pas ça? On est une plus grande capitale qu'eux, mais ils sont en train de nous dire qu'eux, ils sont en avance sur nous, en tout cas sur ce point-là. Et moi, je peux le comprendre, parce qu'en France, je pense qu'on a beaucoup mis dans la tête des humoristes noirs qui pouvaient en avoir qu'un seul. Qu'il était le seul, qu'il était ouais, mais toi, t'es pas comme les autres. Et je pense qu'ils y ont cru. Et aujourd'hui encore, beaucoup y croient. Et il y a ce truc où la jalousie n'est pas forcément des gens qui viennent d'en dessous, mais des gens qui viennent d'au-dessus. C'est-à-dire des gens qui sont déjà en place, qui sont déjà réussis, mais quand ils te voient monter, ils comprennent pas. Parce que dans leur tête, il peut avoir qu'un seul noir. Donc ils sont en mode genre, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? T'as fait ton business, laisse-moi faire mon business à côté, tu vois. Mais pour eux, c'est pas possible. Mais souvent, tu le vois. Moi, je dis souvent, ça se voit dans nos actions. C'est-à-dire que les gens qui sont vraiment vrais, tu vas voir qu'autour d'eux, soit les gens sont les mêmes, soit ça va avec leurs convictions. Moi, quand tu regardes par exemple mon équipe ou quoi, tu vois tout de suite que ouais, j'ai commencé à comprendre que si on mettait pas une attachée de presse noire ou un photographe noir, un truc, c'est pas les autres qui vont le mettre. Donc autant le faire par nous-mêmes. Là où quand tu expliques à des potes humoristes qui sont déjà bien en place que tu devrais faire ça, ouais, mais non, moi j'ai pas le temps pour ça. Mais quand tu les vois à la télé, c'est des grands panafricains, c'est des grands militants, c'est les meilleurs. Mais après l'en dessous, l'envers du décor est moins beau. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de la France, c'est pas bien, ça fait pas bien justement de traîner en communauté, et plus particulièrement dans le domaine de l'humour, de faire des plateaux 100% afro? Regarde, il y a que nous qui pensons comme ça, bizarrement. Il y a que nous qui pensons, il y a que nous où on nous refait la reproche de le communautarisme, c'est pas bien. Quand tu regardes le film Les Petits Mouchoirs, il y a que des blancs. Tu te dis pas c'est du communautarisme blanc. Ouais, mais il y a que des blancs. Enfin, ils sont en France. Oui, mais c'est pas un problème. Lago, là, il fut un temps. Mais c'est pas un problème. Mais je suis pas en train de te dire, vous faites du communautarisme blanc, vous restez entre vous. Donc pourquoi quand nous on commence à faire des choses, et nous il suffit pas qu'il y ait que des noirs. Hein. Tu peux avoir 3 noirs, 2 blancs. Et le fait qu'il y ait 3 noirs, dans leur tête c'est déjà communautariste. Ok. Tu leur dis mais il y a aussi des blancs. C'est communautarisme. Moi je me souviens à l'époque où on est fan ou on n'est pas fan du film, mais de Casse Départ est sorti. T'aimes ou t'aimes pas, mais quand Casse Départ est sorti, il y a des blancs dedans. Mais tout le monde a sorti, c'est un film communautaire pour un type de public bien précis. Tu regardais dans tous les journaux qui parlaient spécialisés, c'était en mode c'est un film communautaire pour un public bien précis. Ce qu'ils disaient quand ils disaient public bien précis, c'est clairement nous. C'est le public noir, mais on va pas le dire. Un public bien précis. Mais par contre, quand tu regardes un film, comme je dis, Les Petits Mouchoirs, n'importe quoi, ils se posent pas la question de c'est communautariste aussi. Et quand je dis que c'est seulement nous, tout le monde fait du communautarisme. C'est vrai. Va avoir un rebeu, il va acheter sa baguette chez son boulanger rebeu, sa viande dans la boucherie rebeu. Mais nous, dès que c'est, à part pour les cheveux ou pour on disparaît. C'est-à-dire que non, c'est pas possible, c'est pas bien, faut se mélanger. Tu te dis mais comment ça, faut se mélanger? Et c'est tellement ancré en nous que maintenant, quand tu essayes de faire par exemple des événements afro, tu verras qu'il y en a toujours un d'entre nous qui va dire ouais, mais ça serait bien qu'on mette Marc. Pourquoi tu veux mettre Marc? Ça passera mieux, quoi, tu comprends? Et c'est ouf, tu vois, c'est ouf. On en rigole, mais des fois, je te jure, ça m'énerve. Quand je dis que ça non, mais quand je dis que ça m'énerve, je me souviens d'une époque, bien avant la Brown Sugar et tout ça, j'avais proposé à plein d'humoristes noirs, je dis les gars, on a assez de niveau là pour faire un plateau entre nous. L'argent, soit on le reverse à une association qui œuvre pour la communauté, soit on se le divise entre nous. Oui, mais non, tu sais, on n'est pas assez, on pèse pas assez, blablabla. 6 mois après,
Jean-Marc Dumonté, il arrive, il produit la soirée Brown Sugar avec les mecs de la Brown Sugar, parce qu'eux aussi ils se sont fait avoir du coup. Il faut la soirée Brown Sugar. C'était au Bobino. C'était à Bobino, un théâtre qui lui appartient, où on était tous payés genre 200 €. Frère, 200 €, c'est-à-dire qu'avec 3 places, t'as payé un humoriste. Et quand j'ai dit aux autres humoristes, vous voyez là, on touche tous 200 €, et Jean-Marc Dumonté touche des milliers. Et même le gars de la Brown Sugar, je lui ai dit, t'aurais pas dû t'allier avec lui parce que regarde, c'est ta marque, mais c'est lui qui prend les thunes. Il a eu un deuxième à l'Olympia. Et ouais, mais du coup, ils se sont séparés à partir de ce moment-là. À partir de ce moment-là. Ah oui, quand tu touches plus de thunes, à un moment, t'es obligé de te séparer. Et le problème, il est là, c'est que dans notre tête, il y a cette. Mais c'est un truc qui est très lié aux Africains, ou descendants d'Africains, parce que. C'est vrai que la communauté antillaise, pour parler d'eux, ils sont rarement comme ça. C'est-à-dire qu'ils s'assument, ils font leur soirée entre eux, bouillon, chata, ouais, t'aimes ou t'aimes pas, tant pis. T'aimes pas, ils louent. Non mais c'est vrai, moi j'ai beaucoup d'amis à moi, producteurs, qui me disent Prince, t'as vu en fait, c'est ma communauté qui va me donner à manger, c'est ma communauté qui va m'enterrer, et c'est grâce à ma communauté que mes enfants en fait vont réussir à vivre et survivre. Ils font le zouk le plus long. Et je le salue. C'est vrai, zouk le plus long, ils louent le 16 heures de zouk. Frère. Vraiment, j'insiste en fait sur ce qu'on est en train de dire, parce que il doit avoir et ce réveil des consciences est déjà en train de se faire, et on reparlera aussi avec Basili à l'instant, je te passerai la parole. Moi j'ai un ami à moi qui s'appelle Gaël Rodzen, qui est producteur. Il a commencé comment le domaine, il a fait un coup de poker, il a loué Bercy et il a fait c'était la nuit de l'outre-mer. Il a invité toutes les plus grosses célébrités, et sur toutes les plus grosses célébrités il n'y avait aucun artiste qui a fait Bercy. Aucun. Il a dit écoute, je te donne la possibilité de te produire à Bercy. Tu dis quoi? Ouais, mais moi, c'est temps. Il dit non, t'as vu, en fait, en vrai, là, je le fais pour la communauté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit être respecté. Il y a la nuit du rail, il y a toutes les nuits de toutes les communautés. Nous, la nuit de chez nous, il n'y a pas. Et quand je te dis viens, on va ensemble, bah, du coup, les artistes, j'arrondis un peu les bords, sans rentrer dans les détails, ils se sont dit ok, on va le faire. Et il y a eu tous les plus gros artistes caribéens qui sont venus. Et ils ont fait la nuit de l'outre-mer, et ça a été sold out rapidement. Et ça fait une dizaine d'années qu'il fait ça avec d'autres artistes. Il loue le Casino de Paris et il prend les petits théâtres créoles et il les ramène en fait en France pour pouvoir les produire et faire que du local. Et ça cartonne. Et je pense que aujourd'hui, on est à l'aube de l'année 2024. Il ne faut plus avoir honte de sa communauté, de son appartenance, sont bien entendu dénigrés aussi, nos origines françaises et européennes. Mais il faut se dire que, ok, si on est afro, on fait de l'afro, et surtout s'il y a du business à se faire. Si je suis rebeu et que j'ai envie de faire du rebeu, je fais du rebeu. Si je suis juif ou j'ai envie de faire du juif, je fais du juif, et on s'en fout. Mais ils le font. Commentaires. Oui, ils le font. Ils n'attendent pas ton consentement. Ils n'attendent pas genre, c'est bon. Bien au contraire. Et, non, mais je pense que c'est aussi un jeu. Après, je te laisse. Je pense que c'est aussi un jeu de confiance. Alors que tu vois, ton pote producteur, il a eu confiance en sa propre communauté à se dire, je sais qu'ils vont venir. Et ben nous, c'était pareil. Moi, je me souviens que quand j'ai dit, je veux faire un spectacle qui parle que de ça, la plupart m'ont dit, mais fais pas ça, tu vas te foutre. Je fais, moi, j'ai confiance. Ça arrivera peut-être pas maintenant, mais ça arrivera. Et c'est comme tout. C'est un truc que j'ai remarqué, c'est que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on crée, tout ce qu'on touche, à un moment donné à un autre, les autres vont s'y intéresser. Parce que en vrai, on est tellement hype, mais on le voit pas nous. Ah si, on le voit, moi je vois. Oui, on le voit. Non, mais on le voit, si tu regardes bien, on le voit, mais c'est d'autres qui marketent le truc. Ah Alors oui, que toi, t'es là pour le côté ça, hype, c'est vrai. mais le marketage, c'est pas toi. Ils en font du business, ils en font un business, ouais. Exactement. C'est vrai. Et là, c'est là où elle est la difficulté, c'est que nous, on doit apprendre à... Ok, on est très hype, tout le monde veut nous ressembler, tout le monde veut être dans notre ambiance, tout le monde veut être dans notre vibe. Maintenant, comment capitaliser sur ça? C'est tout. C'est vrai, hein, comment capitaliser sur ça? C'est très intéressant ce que tu dis, ça. Moi, je pense qu'il manque, tu vois, je suis sans prétention aucune, hein, et je suis vraiment à un niveau très bas. Je suis l'un des rares producteurs afro. Moi, j'ai eu la chance. Je crois que t'es le seul dans le théâtre. Ouais, c'est ce que j'allais dire aussi. Pas le dire, mais... Bravo.
Et je suis très content et je les remercie. J'ai eu la production de Jérémy Ferré qui m'a rapproché en octobre, qui m'ont dit Prince, voilà, on fait venir Gowou et on fait appel à toi pour que tu puisses monter un plateau autour. Parce qu'on sait que du coup, tu travailles un peu avec les artistes de la communauté. Et lorsque j'ai demandé à Michael, il y a d'autres. Il m'a dit non, il n'y a pas. J'ai dit comment ça, il n'y a pas? Il dit non, il n'y a pas d'autres producteurs à qui on peut confier ce projet-là et surtout, il n'y a pas d'autres producteurs qui seront sérieux en fait pour pouvoir en fait nous livrer le plateau comme on le veut avec une qualité. Et puis lorsque je l'ai fait, mais j'étais fier parce que on fait venir Gowou et c'est à moi qu'on remet les clés de cette production. On parle quand même de Gowou Michel qui est une icône pour les gens du continent africain. Moi, je mets mes artistes avec lesquels je travaille, Zaef, Jean-Claude Moka et Nénette. Et ça s'appelle Go and Friends. Je m'occupe de la communication. Ils me payent pour pouvoir en fait travailler la communication. Donc je fais travailler en fait d'autres acteurs de la communauté, Nofi. Justement, j'avais vu avec Didier justement que je puisse flyer à la Brown Sugar à l'époque. On appelle les médias, Africa numéro 1, ainsi de suite, ainsi de suite. Et je me dis je suis le seul. Or que Dieu Tout-Puissant, le nombre d'artistes de la communauté. Enfin, comment ça se fait aujourd'hui qu'il n'y a pas une vraie structure, un peu comme les Américains, ou même plusieurs structures, justement, qui est là pour pouvoir parrainer, pour pouvoir donner de la lumière. Et ça a été justement l'un des objectifs de la part de la Villette, donner de la visibilité aux minorités à travers en fait un lieu de diffusion. Et je trouve ça je trouve ça triste aujourd'hui que on ait un peu honte en fait de notre couleur de peau, de nos origines, de nos forces. Tu en parlais tout à l'heure à travers ton spectacle et c'est quelque chose qui nous chagrine un peu aujourd'hui, en vrai. Mais parce qu'on nous a mis la belle douce. Moi, je me disais la dernière fois, il y a eu on n'est pas les premiers. Tu vois ce que je veux dire, il y a eu d'autres noirs avant nous qui ont percé dans d'autres trucs. Et je me demandais tout le temps, mais pourquoi ces gens-là, ils n'ont jamais réussi à faire sortir le truc plus loin que leur petit nombril. Et en fait, tu commences à comprendre, on te dit, ouais, à chaque fois qu'il y a un noir qui sort de quelque part, il va ouvrir une porte. Oh, il va ouvrir une porte. Je suis, oui, mais ça fait des années. Moi, ça fait 20 ans que j'entends le truc de, par exemple, quand Aïssa Maga elle est partie au César et qu'elle a dit qu'il n'y a pas assez de noirs dans le truc, que les gens commençaient à crier un peu, tu te dis, mais moi, ça fait 20 ans, tu reviens à 20 ans avant, il y avait déjà des producteurs de l'époque, en tout cas dans le cinéma, ou des réalisateurs de l'époque dans le cinéma, qui se plaignaient qu'il n'y avait pas assez de diversité. Ça fait que, soit, quand on dit il ouvre une porte, soit quelqu'un la referme derrière lui, soit il la referme lui-même. Et souvent, c'est triste à dire, mais il la referme lui-même. C'est des garçons. C'est de tout, crois-moi. Non, crois-moi, c'est de tout. Basili, on parle toujours de business et du coup de la communauté afro. Moi, je prends l'exemple des secrets de Loli. Qui est aujourd'hui Kelly Massal. Ouais, exactement, qui est l'un des exemples pour nous aujourd'hui, parce que je pense qu'on l'a tous vu. Hein. Là, récemment, dans les campagnes de bus, métro et RATP, on voit que elle. Et ça fait plaisir à voir. Très plaisir. Toi, aujourd'hui, en tant que businesswoman, est-ce que tu te dis, je m'en fous, je fais du business avec ma communauté, ou est-ce que tu te dis que, non, moi, je travaille avec tout le monde parce que j'ai plus de chances de réussir si je travaille avec tout le monde? On a dit... Ah oui. On parle français. Tu peux partir si tu veux. Non, j'allais répondre et bien répondre en plus. Hein. Vas-y, on t'écoute. Non, la réponse numéro 1. Ma communauté d'abord. Waouh. Ouais. C'est quoi qui t'a donné justement ce déclic? Ma communauté d'abord parce que ma communauté a besoin de cela. C'est-à-dire que ma communauté, moi, je suis une femme noire, donc elle me voit en elle, en fait, et je me vois en elle. Voilà, donc moi, je comprends, en fait, les difficultés qu'elles peuvent avoir. Et elles aussi, elles savent que, tiens, là, Basili, il y a une représentation qui est essentielle. Et je sais que c'est ma communauté d'abord, mais ça ne veut pas dire que j'ai pas d'autres clientes. J'ai des clientes aussi qui sont d'autres origines, enfin d'autres communautés, et je les accueille aussi bien que les autres, tu vois. Mais oui, je me positionne comme ça, et sans aucun problème, au contraire. Même si à un moment donné, je me suis posé la question, est-ce que je continue mais on a dit qu'on est dans la confidence, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais non, malgré ça, je continue encore aujourd'hui. Même si je sais que, c'est peut-être que j'irai moins vite que d'autres, parce que on est en tout cas avec mes clientes, dans une configuration de se former, même au niveau du mindset, il y a tellement de choses à faire, parce qu'on est malade. On est beaucoup à être malade. Wow. Donc, il y a beaucoup de travail à faire, et j'ai aussi des collaboratrices qui sont là, avec d'autres, je travaille avec d'abord
des collaboratrices qui sont dans le domaine du mindset, avec SFA Experience notamment, qui est là pour accompagner justement ces femmes-là au niveau de ce qui se passe dans la tête. Parce que tu parlais des pensées limitantes. Mais avant que tu viennes communiquer auprès d'un public, est-ce que déjà toi, tu es en capacité de communiquer? Est-ce que tu as la posture qu'il faut? Parce que tu parles de businesswoman depuis tout à l'heure, mais si tu veux être la business boss, si tu veux être la Kelly Massol, là, est-ce que tu as la posture qu'il faut avec? Quand tu te mets face à ton client, est-ce que tu es un peu comme ça en train de miauler? Ou est-ce que tu es vraiment en train, tu vois, de te présenter comme ce que tu dois être? Donc, SFA Experience devient qui tu es. D'abord, passe là-bas. Là. Ensuite, tu crées ton offre. Parce que je répondais sur ce que Lénie a dit tout à l'heure. C'est toi le produit. Si le produit n'est pas bon, pourquoi tu veux que je l'achète? Donc, travaille ton produit, travaille ton offre, et ensuite, tu viens communiquer auprès de moi. Donc, ouais, c'est ma communauté. Lénie, et on arrive bientôt à la fin de ce podcast. Aujourd'hui, tu travailles avec beaucoup de personnes. Et notamment un qu'on salue, Kémy Seba, qui est qui est une personne qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais je pense qu'il faut respecter son travail et respecter sa démarche. Pour certains, il est comme le Malcolm X de la nouvelle génération, et pour d'autres, il est l'ennemi public numéro 1, l'homme à abattre. Comment s'est fait justement cette connexion avec Kémy? Ça s'est fait 1 an avant, quand je suis parti au Bénin avec mon père. J'étais sur place et il me dit hey, j'ai vu que tu étais au Bénin, bah, viens manger. Viens, il avait un centre commercial, il me dit viens manger au centre commercial et tout. Je dis ok, je passe. Mon père il me fait oh non, moi je vais aller faire autre chose. Espèce de trouillard. Et du coup, on a commencé à discuter, à manger. Et puis il m'avait parlé de cette idée de se dire j'aimerais créer un média et tout. Et je lui avais dit Ça s'appelle AR, Afrique Résurrection. À l'époque, ça n'avait pas de nom. D'accord. Au début. Au début, c'était vraiment l'idée qu'il avait. Il disait je voulais créer un média pour avoir notre son de cloche, nos vérités. Et je lui dis mais tu sais, un média, ça coûte énormément. C'est pas un truc où on se dit oh demain je me réveille, je fais un média. Je dis non, ça coûte énormément et ça coûte des financements qu'on n'a pas actuellement. Et il me dit laisse-moi 1 an, tu verras, je les aurai. 1 an passe. L'été dernier, non l'été il y a 1 an, il m'appelle et il me dit écoute, tu te souviens ce que je t'avais dit? Je dis oui. J'ai créé un truc qui s'appelle Afrique Résurrection, j'aimerais bien que tu en fasses partie. Il y a un tel. Et moi, au-delà de me dire que ouais, on crée un média et tout, c'était plus le délire de on est des noirs d'horizons différentes, qui pensent pas forcément de la même façon, mais on arrive à se réunir pour montrer aux autres que c'est possible. C'était juste ça mon truc. Parce que tu connais, nous, on a beaucoup ce truc de ouais, mais avec les noirs, c'est pas sérieux, on peut pas travailler entre nous. Moi, c'était vraiment ce truc de bah regarde, tous ces noirs-là qui n'ont pas forcément la même façon de penser, on peut travailler ensemble. Le truc de on peut pas travailler ensemble, c'est fini, c'est pas ça, c'est une excuse. Ton excuse, tu la gardes si tu veux vraiment travailler. Si tu me dis les noirs ils sont pas sérieux, ok, bah trouve des noirs comme toi qui sont sérieux, puisque toi t'as l'air d'être l'exception. Trouve un noir comme toi qui est sérieux et travailler. Tu vois, l'excuse de ouais je peux plus travailler avec les noirs parce qu'ils sont pas, ça c'est pour moi c'est plus possible, c'est plus valable, pas en 2023 en tout cas. Mais toi dans tes chroniques, parce que tu interviens en tant que chroniqueur sur AR, tu dis quand même des choses qui font du bien à certaines personnes et qui font du mal à d'autres personnes. En prenant l'exemple du dernier, ils appellent ça comme ça, coup d'État au Gabon. T'es quoi? Coup d'État au Gabon. Monsieur, je comprends pas. Voilà. Ouais, moi, je prends la vidéo que tu as fait avec Ali Bongo là. N'hésitez pas à aller voir la page Instagram de Lénie Bunga. Je vais pas spoiler en fait cette vidéo, mais je me dis quand même, t'as de l'audace en fait de dire ça. T'as pas utilisé un autre mot. Est-ce que tu n'as pas peur justement de te mettre en danger en disant ta propre version des choses, en disant ta propre vérité, en tout simplement en utilisant la loi française que certains médias adorent, la liberté d'expression? Alors, j'ai pas peur, mais je prends en compte aussi... quand je fais quelque chose, c'est que je suis prêt à en assumer les conséquences. Pour moi, tu vas pas à la guerre en se disant on verra bien, peut-être qu'avec la chance, aucun obus me tombera dessus. Non. Si tu vas à la guerre, il y a des risques que tu prennes des éclats d'obus, il y a des risques que tu prennes une balle. Ben là, c'est pareil, quand tu ouvres ta bouche, il faut être conscient à 100% et il faut se dire ce qui va arriver derrière, je l'assume. Moi, je sais que j'ai déjà fait des chroniques sur Afrique Résurrection qu'on a enlevées.
parce que ça n'allait pas dans le sens de certains ou que ça blessait beaucoup trop de personnes et que c'était mieux d'enlever. Mais j'ai assumé jusqu'au bout, quoi. Jusqu'au bout. Et après, maintenant, ça m'a mis l'interdiction sur certains pays. Bon, c'est pas grave. Mais tu sais que je m'en suis rendu compte sur le coup, quoi. Moi, j'aime pas dire on m'a interdit l'entrée de ce pays. Mais j'arrive en Côte d'Ivoire, tac, tac, bonjour, Lenny Bunga, avec mon passeport français. Bonjour, monsieur. Il faut faire demi-tour. Waouh. Je sais, mais pourquoi ? Vous pouvez plus venir sur le territoire ivoirien comme ça. Donc, retour en France, quoi. On t'a expulsé. Exactement. Toi, français. On m'a gardé à l'aéroport et après, on m'a renvoyé en France. Oh, waouh. Mais c'est le risque. C'est le risque. Mais ce qui est fou, c'est que tu n'es pas le premier à qui ça arrive. On a d'autres influenceurs, justement, qui dénoncent les choses, plus particulièrement sur le continent africain, qui se sont vus refuser le droit du sol. Soit à travers un refus de visa, ou soit à travers, en fait, l'entrée sur le territoire. Et c'est dingue quand tu commences à dire les choses qui dérangent. Mais moi, c'est plus ce truc de gars, accepte pas le visa d'entrée. Ça m'évite de venir et que tu me fasses non. C'est surtout ça en fait qui est chiant. Tu m'aurais dit on ne donne pas le visa. Bon, moi, je suis fixé. Là, tu me dis tiens, voilà le visa, viens. T'arrives. Tu vois des militaires qui font non. Waouh. Et c'est surtout ça, ouais, c'est flippant. En fait, c'est ça qui est flippant. C'est de voir des militaires t'accueillir à l'aéroport et que t'es pas encore sorti de l'aéroport. Donc, c'est-à-dire que toi, là, t'as une fiche où c'est écrit Lenny Bunga. Je pense que tous. Alors, pas tous, mais je pense que déjà, quand tu travailles avec Kémy Séba ou dans son entourage, faut comprendre que t'es fiché. Ça, c'est un truc, c'est même pas. Faut pas te poser la question est-ce que oui, non, c'est sûr. C'est sûr, moi, j'ai entendu des histoires des gens qui font pas forcément la même chose que moi, qui sont plus dans. Qui sont sur la Résurrection, mais qui sont plus dans, par exemple, le voyage, ou trucs comme ça. Ils ont déjà eu les renseignements généraux à leurs événements, où on a déjà appelé des propriétaires de là où ils allaient faire leurs événements pour leur dire ouais, de quoi ils vont parler, on sera là, enfin tu vois. Puis il y a des convocations, des trucs, tu te dis à la base, ce qui devait être un événement basique, j'ai fait un mélange entre les deux. Basique entre juste pour montrer mes voyages à travers un truc, ça devient toute une galère parce que t'es estampillé Kémy Séba, t'es estampillé Africa Résurrection, t'es estampillé tout ce qu'il faut pas, quoi. Basile, quand toi tu reçois des nouvelles clientes qui viennent te voir et que tu sens en fait que son business là, ce qu'elle dit ou autre, c'est bizarre. Est-ce que tu as cette sincérité de dire à la personne, écoute, repasse après, rentre chez toi, dors, réfléchis beaucoup et tu reviens me voir ou... Oui, absolument. Non mais c'est vrai. Tu t'essayes d'arrondir les angles. Non. J'arrondis pas les angles. Et justement, c'est ce qu'on parfois on me reproche, c'est trop ma spontanéité, mon franc-parler, mais c'est comme ça que je suis. Et c'est intéressant la question que tu me poses, parce que j'ai un exemple d'une nouvelle cliente, et c'est elle qui me l'a rappelé. Elle m'avait contactée il y a un peu plus d'1 an pour l'accompagner dans sa communication. D'accord. Donc on parle et puis donc là je dis ok, je t'envoie un devis, etc. Elle me fait par contre là financièrement c'est un peu compliqué, j'attends de faire un prêt bancaire pour pouvoir passer par tes services. Je fais oulala, tu vas arrêter tout de suite, tu vas pas faire de prêt pourquoi faire pour payer un accompagnement en communication. Non. Déjà ton offre n'est pas OK, donc tu vas passer par ma collègue, là, Angèle, la première entrepreneur, tu vas passer par elle pour travailler ton offre, et ensuite tu viens me voir en communication lorsque tu es prête. Tu n'es pas prête pour travailler, même pas forcément avec moi, mais avec n'importe qui en fait. En tout cas, moi je suis pas dans cette dynamique de prendre les personnes juste pour prendre leur argent, ça ne m'intéresse pas. Tu viens avec moi parce que j'ai un chemin à parcourir avec toi. Il faut que tu sois, comme je l'ai dit au début, au niveau du mindset, il faut que tu sois fort. Si tu viens avec moi tu as un prêt à payer, donc comment tu vas faire lorsque tu vas commencer à travailler? Tu vas devoir rembourser ton prêt, alors qu'on n'a même pas commencé en fait à mettre en place des actions de communication, ça ne marche pas. Et donc, elle me l'a avoué 1 an plus tard, parce que je reçois un appel, il y a 2 semaines, d'une jeune femme qui me dit oui Basile, voilà, elle fait partie de mon club d'entrepreneurs en plus, et je ne le savais pas. Et elle me dit voilà Basile, je souhaiterais maintenant passer par tes services. Je fais maintenant, pourquoi? Tu te souviens pas, il y a 1 an, je t'ai venue te voir. Et tu m'avais refusé justement de travailler avec moi, et je l'avais mal pris à l'époque. Je n'avais pas compris pourquoi tu avais refusé de travailler avec moi. Et je te remercie. Et ça, quand elle me l'a dit, j'ai rappelé du coup ma collègue Angèle, qui elle aussi elle lui avait refusé. Parce qu'elle dit oui, je veux passer par tes services. Toutes les personnes qui veulent faire des formations, là, qui n'ont pas les moyens de le faire, arrêtez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire justement se lancer dans le business pensant que voilà, c'est ouvert à tout le monde. Mais non,
t'as pas l'argent pour te former, mais c'est que t'es pas prêt déjà. Donc, prends le temps, prends 1 an, économise s'il le faut, et quand tu es prêt, là, tu te lances. Et le fait qu'elle m'ait rappelé cette anecdote-là, je me suis dit, vas-y, je sais pas si mauvaise que ça, en fait. J'ai un peu Et aujourd'hui, on travaille ensemble, et ce qu'elle fait, c'est génial, c'est super. Et elle est prête. Donc, quand tu es prêt, on se met au travail, mais pas avant. Parce que tu m'aides pas, en fait, non plus. Quelle est... on arrive vraiment vers la fin, il nous reste encore à peine 2 minutes. Quelle est la chose qui te... ton leitmotiv, la chose qui te motive, qui te pousse en fait à continuer ce que tu es en train de faire? Ma communauté. Oh, wow. Tout ça, ouais, ma communauté, toujours. Ma communauté. Ma communauté, quand je vois qu'on réussit, quand je vois que les femmes avec lesquelles je réussissent, ça me fait trop plaisir. Là, je suis émue. Quand tu me parles de Kilima Seul, comme je vois des gens comme Maëva, mon budget Bento, qui cartonnent, qui travaillent avec des grosses boîtes, qui font des choses incroyables. Quand je vois toutes ces femmes qui font qui réussissent en fait dans ce qu'elles font, mais moi je réussis en fait et je suis fière de ça. Donc moi ce qui me booste, c'est de voir plus de Kilima Seul, plus de Maëva, plus de personnes comme elle, plus de femmes qui m'entourent et qui font les choses, plus de personnes aussi qui sont dans l'associatif comme Mujinga de l'association Espoiropédica, qui se donne les moyens chaque jour d'avancer, de faire les choses. C'est pour elle en fait que je fais ça. C'est pour elle que je continuerai malgré les tribulations, je continuerai pour elle. Wow. Merci. Pour terminer, quelle est la phrase, le mot, le texte, le paragraphe que tu peux donner à toutes ces femmes qui se sentent seules, qui se sentent désemparées par rapport à leur business, qui n'ont plus envie? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Je vais leur dire d'abord de commencer avec ce qu'elles ont. Je reprends ce que tu disais, Lénie, je me permets. Vas-y. De commencer avec ce qu'elles ont, parce que souvent, on se limite soi-même en se comparant à l'autre, en disant mais non, mais l'autre a fait que... Non. Souvent, ce que je leur dis, c'est toi. Quelle est ton histoire? Quelle est ta vision? Tu vois? Et commence avec... Tu vois, le peu que tu penses avoir, mais fais-le bien, en revanche. Commence avec ce que tu as, mais fais-le bien. Donc, c'est ce que je dirais. Ça marche. Et aussi, une dernière chose, c'est ce que je dis souvent, tout est possible à celui qui croit. T'as la ref, Lélie, ou pas? Grand merci public. Lénie, toi, tu vas reprendre ton spectacle à la Part de la Villette. Et moi, je tiens à dire quelque chose. Lorsque je suis en train de préparer mon émission, je me suis dit non, je ne vais pas le dire. Moi, je tiens quand même en fait à féliciter et à remercier chaleureusement Basili et Lénie que je connais, vraiment de vous être prêtés au jeu, d'avoir partagé sur vos réseaux, d'avoir communiqué, d'avoir donné de la force aussi. C'est important. Bravo à toi. Avec une vraie parenthèse, plus particulièrement à Lénie, c'est que j'ai ouvert la Part de la Villette en 2021. Après le Covid, le lieu commence à prendre sa petite réputation, il fait son petit bonheur de chemin. Et en 2022, fin décembre 2021, il y a la vague Omicron qui tombe, je ne sais pas si vous vous rappelez. Ouais. Et Lénie vient me voir, et ce qu'il ne savait pas, c'est que j'étais à 2 doigts de fermer ma salle. Oh. Je sais pas. Il vient me voir, il me dit ouais, Prince, putain, lourd, c'est bien ce que tu fais, tout ça. Vas-y, je vais jouer mon spectacle. Je me dis comment ça, tu vas jouer ton spectacle? Et il me dit ouais, non, franchement, il a un discours et je te remercie vraiment parce que tu m'as sauvé un peu. En quelques mots. Pourquoi? Parce que non pas que le business n'était pas bon, mais la motivation. Il me dit non, franchement, ce que tu fais, c'est incroyable. Tu es l'un des premiers. Il y a d'autres personnes qui ont des salles de spectacle. Hein. J'ai pas inventé le show d'autres, mais il me dit mais t'es seul. T'es seul et ce que tu fais, ça mérite beaucoup de respect. Et tu sais quoi, je vais venir jouer mon spectacle. Et il me prend les vendredis et samedis. Et je me rappelle, à cette époque-là, j'ouvrais presque la part que pour toi. Waouh. Et plein Covid, hein. Je vous dis plein Covid avec des comment ça s'appelait le truc passe là, je sais pas quoi, truc. Et il y a énorme, pas sanitaire, mon Dieu. Il y a énormément, quand je vous dis... Pas je sais pas quoi là. Je te jure, il y a énormément de monde dans la salle.
Et là, je me rends compte, je me dis, en fait, quand j'ai eu cette vision-là, je n'étais pas fou, en fait. Et il a aidé, en fait, justement, à matérialiser cette vision, à la réaliser. Et c'est là où je me suis dit, gars, tiens bon. Tiens bon, parce qu'il y a des artistes, en fait, qui ont besoin de travailler. Il y a des artistes qui ont besoin d'être mis en lumière. Il y a des artistes qui ont un talent, qui sont conscients qu'ils sont un très bon produit. Et je vous dis, on était débordés. Si on pouvait pousser les murs, on poussait les murs, on mettait des chaises, jusqu'à ce qu'il y ait des moments où on faisait même des afters après. Oui, c'est vrai. Ça faisait tourner la conso et ça permettait de pouvoir renflouer un peu les caisses. Donc, au nom de ça, merci. Merci infiniment. Il est important de le dire, en fait. Deuxième chose que... Attends, je peux faire une parenthèse, du coup. Ouais. Qu'on savait à quoi. Moi, ça m'a fait plaisir aussi de venir et tout. Et je te l'avais dit au départ, j'avais dit... Si on se donne pas la force entre nous, c'est mort. C'est ça. Et en fait, moi, à ce moment-là, j'avais un peu la fame et je me suis dit, c'est trop bête parce qu'il nous manquait un endroit à nous aussi. Il nous manquait un endroit où, en tant qu'afro-descendants, on puisse se retrouver, on puisse discuter. Encore aujourd'hui, c'est bien, ça vit. Mais je trouve que ça pourrait être plus quand... Tu sais, on fait des soirées des fois pour que les gens se rencontrent. Et je trouve ça... C'est bien, hein, mais je me dis, t'as un lieu où les gens peuvent se rencontrer de 11h du matin jusqu'à 1h. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a plus d'excuses et que pourquoi j'avais décidé de venir jouer, encore pourquoi je reviens jouer mon spectacle, parce que tout le monde me dit « Pourquoi tu vas pas jouer dans une plus grande salle ?» Je fais « Non, c'est parce que là, on a un lieu. Pour que ça marche, si on veut un jour entendre « Ouais, Prince, il a Bercy. » Prince, non mais c'est ouf aujourd'hui. Mais ça commence toujours d'un petit truc. On dirait un jour « Prince, il avait l'appart La Villette. » Comme les mecs de la Motown. Au début, c'était un petit truc. Et après, aujourd'hui, regarde tous les artistes qu'ils ont. Ben là, c'est pareil. Prince, un jour, il avait l'appart La Villette. Et grâce à des spectacles qui avaient déjà un peu de fame, ils sont venus, ils ont rempli, ça a fait parler du truc. Aujourd'hui, Prince, il a Bercy. Le but, c'était ça. Le but, c'était de se dire que le business, il reste toujours entre nous, quoi. Ouais. Comme le font toutes les autres communautés. Yes, Prince! Et deuxième chose encore plus incroyable qu'il a fait, c'est pour ça que je me tourne vers la caméra et je vous dis, je vous jure, quand vous avez une vision dans votre business et que vous croyez, parce qu'on a dit que c'était aussi des clés, la foi en vous, en votre business, en votre vision, et que vous vous donnez les moyens, ce que vous faites, en fait, vous allez soulever des montagnes et surtout, vous allez transmettre en fait quelque chose de juste de puissant. Il rassemble encore les humoristes de la communauté afro. On le rappelle ce jour-là, il me dit, non, Prince, on va faire un truc, tout ça. Il rassemble, il y avait presque tout le monde. Et il prend la parole et il dit voilà, on va créer notre comédie club et autres, on va créer notre plateau. Moi, je dis il n'y a aucun souci, c'est du business, on est cool. Et il dit ceci, il dit en fait, en vrai, si nous, on ne le fait pas, mais qui va le faire? Et même au-delà même de le faire, c'est un devoir. Et je me rappelle encore une fois de plus de cette phrase de c'est un devoir. Et c'est pour ça que je dis à tous ces entrepreneurs en fait qui ont un rêve dans leur cœur, c'est plus qu'un rêve, c'est un devoir, une obligation. Et je reprends ta phrase, il n'y a plus d'excuses pour ne pas réussir. Parce qu'aujourd'hui, on a tout. On a l'intelligence artificielle, on a des lieux, on a des personnes comme Basili, comme Lenny, on a des accompagnants et même d'autres exemples. On a pris les secrets de Loli. Donc, battez-vous pour pouvoir réaliser vos rêves. Vraiment. Bravo. Amen. Basili, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour terminer, pour clôturer ce podcast? Encore plus de belles rencontres et de réussites et voilà, tout simplement. Et la santé, tout ça. Et l'amour, s'il te plaît, l'amour. L'amour, quel type d'amour? Parce que yo paye l'amour, l'amour. C'est énervé. Yo paye l'amour. L'amour, yo paye. Et toi, Lenny, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Moi, que l'appart La Villette se re-remplisse comme elle s'est remplie la première fois. Et si tout se passe bien cette année, j'ai 2 gros projets. J'espère que ces 2 gros projets prendront on en a déjà discuté, c'est une très grosse salle ici sur Paris. Yes. Et l'autre, c'est l'écriture d'un livre. Oh, wow. Super. Enfin. En tout cas, chers amis, je vous remercie d'avoir répondu présent à ce premier talk show avec Confidence avec Prince. Est-ce que vous vous êtes réellement confié à moi? Pour moi, les questions étaient un peu...
On devrait plus Oh, moi, j'ai transpiré au début. Mais non, ça va. Non, Ouais, non, c'était c'est cool. très Merci à toi de nous avoir invités. Franchement, bravo. Merci Ouais, non, merci à c'est tous. super. Voilà, chers amis, c'était Confidence avec Prince. On arrive à la fin de ce podcast. Je vous remercie en tout cas de nous avoir suivis, écoutés. Restez connectés sur les ondes, sur toutes les plateformes. Vous pouvez retrouver ce podcast sur Spotify, sur Apple Podcast, sur les réseaux sociaux de la part de la Villette et bien entendu mes réseaux sociaux. Et est-ce que vous pouvez donner vos réseaux sociaux si on a envie de vous suivre, Basili? Oui, Basilimbo, tout simplement, tout attaché. Basilimbo. Oui. Eleni? Lenny, L-E-2-N-Y, Bunga, tout attaché, M-B-U-N-G-A. Battez-vous pour réaliser vos rêves. C'était Confidence avec Prince et je vous souhaite de passer une excellente journée ou bien une bonne soirée. Merci. Bravo, oui.